Paye ton droit tard, épisode 7, épisode spécial, car aujourd'hui, vous l'avez remarqué, je ne mange pas de tartines. Il n'y aura donc ni rillettes, ni pâté, ni boisson alcoolisée. Paye ton droit tard, un format tout à fait connu. On ne pourrait pas faire un paye ton droit tard sans l'experte, la docteure en droit tard, docteur Zoé. Zoé, comment ça va? Eh ben écoute Chris, ça va très bien. Moi, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour un nouveau Paye ton droit tard. Alors, C'est t'as vu toujours la un immense différence? plaisir, Petite différence évidemment. avec d'habitude. Oui. Alors oui, effectivement, il y a une petite différence de d'habitude. Je pense que le public s'en rend compte. Nous avons décidé d'éjecter Padu. C'est ça qu'on a fait. Pour une raison très simple, c'est que nous allons nous avons cancel Padu. Voilà. Nous avons appris très récemment qu'il est lui-même un droitard. Bon, alors évidemment, nous sommes sur les fesses. Hein. Nous ne nous en sommes pas remis. Et du coup, je te propose, Chris, que nous étudions ce type de droitard particulier que sont les rouges-bruns via la personne de Padu. Padu confus, n'est-ce pas? Donc, pour expliquer un petit peu à tout le monde, Padu a sorti sur sa chaîne principale Padu Ring une vidéo qui s'appelle Mon passé droitard, je vous dis tout, que nous vous invitons évidemment à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc, dans les pailletons droitards, nous, on est habitués à aller voir aller tout type de droitards. Bon, les droitards les plus rigolos restent bien entendu les libertariens. Je veux dire, ça, je pense que voilà, c'est notre gourmandise à tous, hein, j'ai envie de te dire. C'est clairement les plus Et attachants. voilà, Ils sont doux, ils sont tendres, ils sont naïfs. Mais c'est ça. les ours ne l'entendent pas de la même oreille. Et ça, C'est ça, en c'est fait. problématique. Ils ont Oui. une représentation très douce du monde, mais malheureusement, ils se confrontent parfois à la réalité. C'est pas toujours simple et on les regarde se dépatouiller là-dedans. C'est toujours assez rigolo. On a fait du droitard complotiste, on a fait du droitard mascu beaucoup parce que c'est un petit peu ma spécialité. On a fait voilà tout type de De la droitard, mais c'est vrai droitarde qu'on n'a aussi. pas. De la droitarde Oui, aussi. Précisons quand on même a pour fait les... de la droitarde identitaire aristocrate qui se veut un peu coachant séduction. Bref, on a fait plein de choses, mais nous, c'est vrai qu'on n'a pas trop, pour l'instant traité le droitard confus rouge-brun. Et donc, nous allons prendre un cas d'école, nous allons prendre notre cher Padu. Donc, comme d'habitude pour les pailletons droitards, on ne va pas regarder la totalité de la vidéo. J'ai fait des petites sélections. Donc, comme d'habitude, c'est très difficile de choisir, mais néanmoins, on a choisi quelques extraits qui vont être les extraits les plus intéressants pour pouvoir parler de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire pas tellement la personne en elle-même, même si nous aimons beaucoup voir la tête de Padu, l'entendre parler, etc., mais plutôt ce que ça signifie politiquement. Le parcours de Padu, il est très intéressant parce que c'est un parcours de changement d'idéologie. Et donc, on va voir comment ça s'est passé pour Padu, son début de politisation, par quel chemin un peu trouble il est passé, n'est-ce pas? Et comment il est arrivé à là où il en est aujourd'hui. Et c'est pas tellement, encore une fois, la personne individuellement, mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire politiquement et comment nous, militants de gauche, ça peut nous orienter sur la manière dont on porte nos discours, la manière dont on pense notre stratégie, etc., etc. Donc, pour le début de la vidéo, on va le passer un petit peu. Je vous le résume à gros traits. Padu parle un peu de ses origines sociales. Il explique qu'il sort d'un milieu, voilà, petite bourgeoisie de campagne, catholique pratiquante. Donc, il est enfant de chœur. Il va à l'école privée catholique. Début de collège, ses parents se séparent. Il suit sa mère et se retrouve dans un Voilà, collège de je le mets à l'image centre-ville. pour les gens. Note, Voilà. ils le voient dans sa meilleure pose. Padu, Voilà. Padu est très mignon là, comme ça lui va très très bien. On l'a vraiment mis à son avantage. Voilà, et donc il explique un peu que, voilà, adolescent, il commence à lire un peu de la SF, il se pose un peu des questions sur comment fonctionne le monde, etc. Et ensuite, il va en arriver aux premières figures politiques qui l'ont intéressé. Il parle de 3 personnes. Il parle de Usul, il parle de Chouard et il parle de Soral. Alors, je pense que pour les personnes qui sont jeunes, plus jeunes que nous, ou les personnes qui n'étaient pas très connectées sur Internet à cette époque, ce trio peut sembler un petit peu surprenant. Mais en réalité, pour le contenu politique Internet de l'époque, c'est relativement cohérent. Et je pense qu'il y a plein d'autres gens, en fait, qui ont eu ces figures-là comme référence et comme premier contact avec la politique. Donc, on va regarder un petit peu tout ça, on va découvrir Padu confus, et on va bien sûr le juger fort. Bien sûr. Et on va voir si il est cancelable ou un modèle de rédemption. C'est Mmh. parti. Pas du Va-t-on lui donner notre pardon? à toi.
choix pour eux-mêmes, contre la population, et que quoi que la population vote aux élections, sans rupture nette avec le système, ça continuerait. C'était au fond l'héritage du non de 2005 à la Constitution européenne bafouée par Sarkozy. 54,87% pour le non, 45,13% pour le oui, et regardez aussi la carte de France de ce vote. Campagne de 2005 durant laquelle justement le personnage d'Étienne Chouard avait commencé à se faire connaître. Étienne Chouard était en 2005 un petit professeur de lycée marseillais quand un beau matin, voilà qu'on nous consulte sur une histoire de traité instaurant une constitution européenne. Alors Étienne y prend ça très au sérieux, il lit, il se renseigne, il essaye de comprendre et il débat en faveur du non sur internet. Il devient même ce qu'on pourrait appeler un blogueur médiatique. Ce dont il a l'impression, c'est qu'on se fout de la gueule du peuple et le résultat du référendum lui donnera raison. J'étais persuadé que le clivage droite-gauche était une fausse alternative utile au pouvoir pour nous diviser. Avec ma vision du monde de l'époque, la solution pour mettre fin à l'hégémonie de l'UMP et du PS qui avaient trahi était simple, une alliance entre tous leurs opposants. Il fallait mettre Soral et Usul, Le Pen et Mélenchon autour d'une table pour trouver une solution commune contre l'hégémonie capitaliste mondialiste que représentaient Sarkozy et Hollande. Et la proposition de constituante tirée au sort par Chouard me semblait justement aller dans ce sens-là. Pour les plus... Alors, qu'en dire ? Alors, pas mal de trucs à en dire. En fait, là, Badu, il commence sa politisation à une période qui est quand même une période assez particulière. Ça fait suite, alors, il évoque via Chouard, alors là, Badu, lui, il était très très jeune au moment du traité constitutionnel européen, du référendum, c'était en 2005. Mais Chris et moi, c'était un peu nos premiers moments de politisation. Moi, je m'en souviens très bien parce que j'avais 14 ans. Je commençais à vraiment m'intéresser à la politique à ce moment-là. Moi, c'est la première fois où j'ai voté. Ouais, toi, ça a été ton premier vote. Moi, je votais premier pas encore. vote, donc j'ai envie de dire petit écart entre la promesse démocratique et le résultat, quoi. Voilà. C'est ça, en fait. Moi, c'est pareil, c'est la première campagne à laquelle j'ai vraiment participé. Et j'en ai souvenir de cette période comme vraiment une période de politisation intense, en fait. Parce qu'au départ, on aurait pu se dire que c'était un truc qui n'aurait pas trop parlé aux gens. C'était sur un texte législatif, un peu compliqué, avec beaucoup de pages. C'est les questions européennes, c'est des trucs qui semblent un peu loin des considérations des gens. Et en fait, ça a été un moment où vraiment le pays s'est énormément intéressé à la question. Ça débattait partout, il y avait plein de débats qui étaient organisés, même dans les petites villes dans lesquelles moi j'étais. C'était un truc assez spécial parce qu'en fait, la majorité des médias étaient pour le oui. Ça faisait grosse campagne pour le oui, etc. Et les principaux partis qui se partageaient le pouvoir depuis des années, à savoir le PS, le centre qui était fort à l'époque, et l'UMP qui s'appelait auparavant, qui s'est appelé ensuite les Républicains et qui s'appelait avant le RPR. Tous ces gens-là, alors pas tout à fait pour le PS, on va en parler après, étaient pour le oui. Et se battaient pour le non, deux extrêmes de l'échiquier politique, l'extrême droite d'un côté et la gauche de l'autre, pour des raisons qui étaient extrêmement différentes. Et il y avait vraiment un discours général médiatique sur le oui qui était extrêmement fort, avec tout un tas d'arguments du genre oui, c'est très important, c'est l'Europe, si vous votez contre, c'est le nationalisme, c'est le repli sur soi, c'est les heures les plus sombres de notre histoire, et patati et patata, etc. Donc il y avait vraiment ce rouleau compresseur. Et pourtant, le non l'a emporté. Et le non l'a emporté très largement, à 55-45, ce qui était relativement pas prévu. Et surtout, ce qui s'en est suivi derrière. Oui, c'était pas du tout prévu. Et surtout, qui s'en est suivi après, c'est que en fait, ils se sont complètement assis sur le vote des gens et que ils ont quand même fait passer le texte de loi. Et donc, c'est vraiment un truc qui a été, je pense, très fondateur dans la période politique qui s'est ouverte après et qui a vu arriver un effondrement des partis. Mais c'était déjà au sein de la gauche, ça a donné un clivage assez intéressant. Puis vas-y, Chris, je vais te laisser en parler. Alors moi je disais, moi je me suis intéressé à la politique assez tôt et je deviens militant à cette période-là, un petit peu avant, dans la dynamique justement de la préparation de ce vote qui... les gens, faut qu'ils se rendent compte, en plus on va fêter les 20 ans, donc peut-être qu'on reviendra là-dessus, peut-être qu'on fera une émission spéciale, faut qu'on y réfléchisse, mais on va fêter les 20 ans de ce vote qui est très important. Et qui fait partie justement de ces grands moments. Badu parle de la moïsation, c'est-à-dire le moment où le clivage redevient un peu lisible entre
le libéral autoritarisme ou la réaction libérale raciste, ce que notre camarade Paul Hellec appelle l'arc réactionnaire et ce que nous on appelle le pacte égalitaire avec la gauche radicale. À l'époque, c'est là où c'est l'inverse, c'est-à-dire là où c'est le début de la démoïsation. C'est vraiment le début où les partis de gouvernement commencent à se fracturer, à être moins efficients, à être moins écoutés. Il y a déjà eu pour moi le premier événement, c'est si on doit trouver un événement, même si c'est des lames de fond, mais c'est 2002 avec Le Pen au second tour, où on voit justement un des deux gros mastodontes de la politique ne pas être au second tour, le PS. Et ensuite, en 2005, comme tu le dis, tu as, on va dire, toute cette galaxie de partis de gouvernement qui est plutôt pour. Et il y a quand même un phénomène, c'est que le PS, lui, est divisé en deux, mais vraiment en deux. Il y a des ténors qui sont contre ce traité constitutionnel, notamment Laurent Fabius, qui était quand même quelqu'un de très important à l'époque. À côté de ça, on a Hollande, DSK qui sont pour le oui. Et puis on a quelqu'un du côté du non, qui était assez connu du grand public à l'époque, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon, un petit peu plus connu aujourd'hui. Mais et ça, moi je le dis aussi parce que c'est mon itinéraire personnel. Moi, voilà, c'est là que j'ai commencé à militer justement autour de Jean-Luc Mélenchon à cette époque-là, où il y a eu cette illusion avec le non, et Mélenchon l'a eu, d'avoir cette possibilité de ramener le PS à gauche, c'est-à-dire de recapitaliser le PS sur une ligne beaucoup plus sociale, beaucoup plus pour la protection des services publics, beaucoup moins libérale, beaucoup moins orientée vers le néolibéralisme et le marché. Ce sera un échec. Ce sera un échec qui... Non, ce sera un échec qui conduira à la création du parti de gauche ensuite en 2008 et maintenant aujourd'hui la France Insoumise. Donc c'est vraiment un événement fondateur des 20 dernières années. Où on voit émerger la fin des grands partis et leur inadéquation aux volontés populaires, et on voit émerger effectivement des nouvelles forces politiques que seront le Rassemblement National, son pacte raciste, et la gauche radicale de rupture qu'est Jean-Luc Mélenchon. Donc ce moment-là, et c'est drôle parce que c'est vraiment en plus un moment... alors tu te parlais, c'était inattendu sur le plan du résultat, mais c'était même inattendu sur le plan de la mobilisation. Tout le monde pensait à une espèce de... moi j'en ai vraiment des souvenirs, alors j'avais 18 ans, mais on avait tous reçu, tu te rappelles Zoé, parce que tu étais à 14 ans, tu te rappelles, tu sais, le gros truc, je crois que je l'ai encore, faudrait que je le retrouve. Ouais. Tout le monde l'a reçu dans sa boîte aux lettres. Et la Constitution, et les gens le lisaient, les gens faisaient des ateliers, etc. Et donc, il y avait toute cette effervescence du moment constituant, qui est quand même pas rien dans l'histoire de France. C'est un événement fondateur de la Révolution française et de la République. Et ça aussi, c'était inattendu. C'est-à-dire, on avait toute une technocratie qui se disait, mais... on va quand même pas faire voter les gueux, on va quand même pas leur demander leur avis sur des trucs trop complexes pour eux. Voilà. Et non, les gens s'en sont emparés. Donc c'était aussi une période où il y avait un espoir d'effusion du pays. On le verra ensuite avec les Gilets jaunes, mais ça commençait, la marmite commençait à bouillir. C'était beaucoup plus, on va dire, policé que les Gilets jaunes, mais il y avait effectivement quelque chose de nouveau qui se créait, et donc qui augurait une nouvelle dynamique. On enchaîne ? Ouais. Plus jeunes qui n'ont pas connu ces années-là, ça doit paraître vraiment débile ce que je raconte, mais il faut se rappeler que justement, c'était un temps où les discours de Le Pen et de Mélenchon étaient les deux faces d'une même pièce qu'on appelait le populisme. D'un côté, la Le Pen de cette époque avait pour moi certaines idées qui allaient dans le bon sens. Sous l'influence de Soral, le RN avait rompu avec l'ultralibéralisme reaganien du père Le Pen, puis sous l'influence de l'ex-chevènementiste Philippot, il arborait des couleurs souverainistes. Le RN défendait alors la sortie de l'UE et de l'euro pour redonner souveraineté et contrôle de leur monnaie aux Français. J'adhérais évidemment aussi à leur dénonciation de ce qu'ils nommaient l'UMPS, cette fausse alternance droite-gauche, vrai binôme néolibéral et antidémocratique. Marine Le Pen, pour vous, qu'est-ce qui serait, selon vous, le plus mauvais pour la France ? L'élection de François Hollande ou la réélection de Nicolas Sarkozy ?
c'est exactement la même chose. Faire une taxe sur les transactions financières, j'ai déjà entendu ça, moi, de la part de M. Sarkozy. Réguler les banques, j'ai déjà entendu ces promesses-là. Ça n'a jamais été fait, mais j'ai déjà entendu, y compris dans la bouche de M. Obama, d'ailleurs. Bon. Par conséquent, on voit bien que sur l'euro, ils ont la même vision. Sur l'Europe, ils ont la même vision. Ils sont tous les deux pour le fédéralisme européen. Ils sont tous les deux pour continuer les plans de renflouement des pays qui tombent les uns après les autres. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ces plans de renflouement, c'est de l'argent qui sort de la poche des Français. On voit bien que sur la vision d'avenir de la voie que doit prendre la France, il y a une similitude totale de trajectoire entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. De l'autre côté, le Mélenchon d'avant la France insoumise me semble... Ben oui, et en fait, encore une fois, là, donc, les PADU confus de cette époque. Donc là, PADU, il est adolescent à ce moment-là, au moment de la campagne de 2012. Et effectivement, moi, je me mets à la place de toute cette génération-là qui commence à se politiser à ce moment-là. Le constat là que fait Marine Le Pen, eux, ils appelaient ça l'UMPS, c'est-à-dire le constat qu'en fait, il y a eu une alternance de la gauche de droite et de la droite pendant des décennies, qu'on fait strictement les mêmes politiques, qu'ont les mêmes positionnements sur les choses les plus structurantes, c'est-à-dire le mode de production, le néolibéralisme, etc., le rapport au service public, à la privatisation, etc., etc. Effectivement, en fait, il y a assez peu de différence entre ce que faisait le PS et ce que faisait l'UMP. Et donc, elle arrive avec ce discours-là, en plus en le maquillant d'une manière un peu discours social, etc. Genre, là, elle dit oui, réguler la finance, j'ai déjà entendu. Alors, en plus, elle est maligne parce qu'en fait, elle dit ça, mais elle se positionne pas vraiment sur ces sujets-là. Bien qu'à l'époque, il y avait quand même une ligne qui était plus sociale et moins ouvertement raciste, même s'ils étaient encore, ils étaient tout à fait racistes, hein, mais moins ouvertement raciste que le RN qu'on a aujourd'hui, qui est en train de se repositionner un petit peu. Et donc, tu as des discours comme ça, post-non au traité constitutionnel européen, etc., qui semblent être des discours relativement entendables et logiques, alors qu'en réalité, bien sûr, les projets politiques de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon sont parfaitement opposés et l'étaient déjà à l'époque. Ouais, complètement. Et c'est aussi une période où, ce que tu dis, hein, cette similitude, cette incapacité à résoudre les crises, etc., va faire monter un quatrième bloc, comme on dit aujourd'hui, qui est l'abstention. Et ce qui va devenir massif, effectivement, c'est même pas tant la radicalisation de certaines personnes vers l'extrême droite, etc. C'est aussi que beaucoup, et donc beaucoup de classes populaires, vont arrêter de se déplacer pour les élections les plus fondamentales. 2002, on en a parlé, c'est un record d'abstention. C'est aussi ça qui fait entrer justement dans cette période. Alors, il y a eu une petite baisse ensuite en 2007, mais on a vu ensuite, pendant toute la période, c'est encore remonté. Et effectivement, c'est vraiment une période où les gens ne croient plus dans la politique et commencent justement à chercher des voies alternatives. Et dans ces voies alternatives, c'est des voies de confusion, des gens qui veulent piocher un peu à droite, piocher un peu à gauche. Et c'est là-dedans que grandit notre pas du confus. Alors, Méluche, qu'est-ce qu'il dit, lui ? Qu'est-ce qu'il disait à l'époque, notre JL ? Semblait faire un diagnostic similaire. Critique des traités européens néolibéraux et du diktat de Bruxelles, sortie de l'UE et création d'une alliance entre pays méditerranéens poétiquement appelée Mare Nostrum. Nous adressons notre salut fraternel et notre solidarité au peuple grec qui pâtit, aux Espagnols, aux Portugais, aux Italiens, à tous ceux qui ont pour l'instant sur leur tête le poids de l'oppression venue de l'abjecte Troïka qui a décidé dorénavant de contrôler chaque peuple et à qui, paraît-il, il faudrait demander l'autorisation de disposer librement de nous. Et puis chez Mélenchon, il y avait un truc qui le rapprochait de Chouard, c'était dès 2012 la notion de constituante, c'est-à-dire la volonté de faire en sorte que le peuple lui-même réécrive les règles du jeu. Si c'est nous qui sommes appelés à reconstruire la règle du jeu de notre pays, en convoquant la constituante qui est nécessaire, plus jamais une seule délégation de souveraineté du peuple ne sera jamais opérée sans qu'il ait été auparavant consulté
par voie de référendum. Pour autant, je n'adhérais ni à l'un ni à l'autre des partis. Je trouvais Le Pen trop libéral sur le plan économique et Mélenchon trop libéral sur le plan culturel. Je pense que c'était vraiment mon inconscient d'adolescent élevé dans la petite... Attends, fais pause. Ouais, c'est bon. On va parler de l'histoire du libéralisme culturel, etc. Mais quand même, tu vois, là, Mélenchon, bon, moi, ça me fait des souvenirs un peu de voir ces discours-là, parce que c'est des discours que j'ai beaucoup regardés à l'époque. Moi, j'étais à fond derrière. Je pense que toi aussi, Chris. Ah bah moi, j'étais militant, donc ouais, c'est ça. C'est ça, et c'était une période. Donc là, Mélenchon avait acté la rupture avec le PS, avait créé le parti de gauche qui se présentait à la présidentielle en alliance, en fait, avec différentes organisations, et la plus puissante étant le PCF. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu une période où Jean-Luc Mélenchon se présentait en candidature commune de la gauche de gauche, on va dire, avec notamment une alliance avec le PCF de l'époque. Et ça se voit d'ailleurs. On voit que l'imagerie, etc., c'était la couleur rouge, les drapeaux rouges. Enfin, il avait gardé, on va dire, une esthétique très gauche radicale à l'ancienne, etc., que l'AFI a complètement lâché derrière. Effectivement, il axait beaucoup son discours sur un discours sur la 6e République, etc., qui, moi, me parlait beaucoup, mais qui parlait peut-être moins aux masses, et en tout cas à l'époque, parce que c'était pas la même période, il s'était pas passé les mêmes choses, etc. Là, il parle de la crise grecque, qui était aussi un truc qui était vraiment structurant de l'époque, parce que la Grèce, après la crise financière de 2008, a pris hyper cher. La crise économique imposée par les sanctions, les règles données par le FMI, par la Troïka, etc., a été d'une brutalité monstrueuse pour le peuple grec. Et nous, on nous rebattait les oreilles toute la journée sur la note de la Grèce, sur les marchés financiers. La France est A. Et surtout, il ne faut pas augmenter les salaires. Surtout, il ne faut pas améliorer le code du travail. Parce que sinon, vous comprenez, les marchés vont faire baisser notre note et les taux d'intérêt vont augmenter et la dette et machin et truc. On était vraiment abreuvés par ces discours-là. Et donc, il y avait un sentiment... aussi de centralité de la question de la finance, de la question européenne et tout, qui était très, très fortement marqué par ça. Mais mine de rien, alors, Mélenchon, quand il se présente à la présidentielle, il fait 11, ce qui est plutôt un très bon score pour la gauche radicale face au PS. Mais comme vous le savez, ça ne suffit pas. C'est Hollande qui passe, et on va en parler après, mais c'est une catastrophe absolue. Et pas du confus là-dedans. A un positionnement dont on va reparler après, mais sur la notion de trop libéral sur le plan économique pour Le Pen, trop libéral sur le plan sociétal, avec 50 millions de guillemets autour de sociétal pour Jean-Luc Mélenchon. Bon, on en reparle après, mais voilà quoi. Non, mais je rajoute qu'en plus c'était vraiment une période où la gauche est en train de se recomposer. Nous on parle du front de gauche en France, mais c'était le cas en Allemagne avec Die Linke. On le voit dans la truc. Il cite justement les Portugais avec le Bloco de Izquierda. Il cite Podemos. Il y a eu le mouvement Kinsem et donc Syriza en Grèce. Donc il y a vraiment toute cette retransformation qui n'est pas du tout à l'échelle française. Le concept de moïsation marche dans le monde entier. Mais à l'époque, effectivement, il y a des luttes internes, il y a des recompositions. Et Mélenchon est un peu dans cette configuration entre les deux. En 2012, comme tu le dis, il a vraiment sur une ligne de gauche, gauche de la gauche, comme on disait beaucoup à l'époque. Je ne sais pas si tu te rappelles, Zoé, mais on aimait bien dire ça, la gauche de la gauche. Ça se dit plus trop aujourd'hui. Mais là où il n'est pas encore dans son moment populiste. Et donc, dans cette gauche de la gauche, il y a la 6e République, qui est aussi un moyen de capitaliser sur ce qu'on a dit précédemment, 2005, voilà. Et on voit la façon dont Padu en parle, ça l'intéresse, quoi. Et puis, effectivement, tu as des choses beaucoup plus gauche de la gauche, la problématique avec les Grecs, la Troïka, le pouvoir du FMI, la crise financière. Et les obligations libérales dues à cette crise financière, et donc la violence qui s'est abattue sur les peuples qu'on appelait, je ne sais pas si tu te rappelais à l'époque, les pigs,
hein, Ouais. Portugal, Italie, Grèce et Spain, qui s'étaient appelés, ils les appelaient littéralement les pigs avec leurs initiales Quel mépris, hein. pour dire les porcs, parce que c'est des gens Ah qui ouais. soi-disant ne savaient pas contrôler leurs finances comme l'exigeait Bruxelles, etc. Je vous invite à voir le film, je ne sais pas si tu l'as vu, Adults in the Room de Costa Gavras, Oui, oui, qui est oui, oui, l'adaptation oui. qui est l'adaptation, si vous vous intéressez à Syriza, qui est l'adaptation justement du livre de Varoufakis, qui a vécu ça en direct, justement, les négociations avec Syriza, qui est arrivé au pouvoir, et la Troïka. Bon, c'est un très bon film, le livre est très bien aussi. Mais, Voilà. voilà, on voit vraiment ça. Syriza, qui est le parti de gauche radicale grec, qui a pris le pouvoir à un moment, mais qui malheureusement n'a pas pu faire face au rapport de force face Ouais. auquel il a été à l'époque. Et ça, et parce que à l'époque, la gauche européenne est encore très faible, a très peu de soutien. Enfin, et la gauche arrivera au pouvoir en 2012, hein, normalement, hein, avec Hollande, hein. Mais ils feront en sorte vraiment de ne jamais aider la gauche grecque, et ils se soumettront totalement aux desiderata de la Troïka, l'Eurogroupe, etc. Donc ça, c'est vraiment, on le voit vraiment. Donc, je pense que voilà, dans l'espace de confusion que décrit Padu, il y a un intérêt. C'est-à-dire, ah tiens, des gens qui parlent de la question sociale. Voilà. Mais on n'est pas encore assez avancé. Et on voit, il bloque sur la fameuse question sociétale. C'est comme si Mélenchon était encore trop la gauche. C'est-à-dire, ok, très bien, il fait des efforts sur la question sociale et le rapport de force au libéralisme, mais en fait, il est encore trop la gauche qui donne des droits aux immigrés, qui donne des droits aux LGBT, etc. Et ça, c'est vraiment une des catastrophes qu'on a eues dans cet espace de confusion, cette idée de dire que la gauche utilisait des droits secondaires, individuels, sociétaux, pour empêcher les avancées sociales. Et ça a été vraiment une façon de parler de Soral, ça a été une façon de parler de Zemmour quand il était en plateau, mais il y a eu des gens comme Michéa qui ont fait ça. Alors, des gens ont pu même instrumentaliser, et il y a des choses qui sont critiquables là-dessus, comme Michel Clouscar là-dessus. Bon, même si Michel Clouscar fait ça dans les années 70-80 et moins dans les années 2000. Mais, et tout ça, c'était cette idée de... il y a une alliance du libéralisme économique et du libéralisme culturel, comme le dit notre Padu confus, pour pouvoir avancer. Or, c'est quelque chose qui est totalement faux et qui paraît typiquement aujourd'hui totalement ridicule. Enfin, je veux dire, il suffit d'être un peu logique pour bien voir que aujourd'hui le libéralisme économique n'a aucune forme de libéralisme culturel, de respect pour les LGBT, de respect pour les immigrés, de respect pour quoi que ce soit. Il a vraiment renoncé à tout son aspect progressiste. Macron est arrivé en 2017 avec ça. Aujourd'hui, tous les gages qu'il donne en termes de droits humains, de droits légaux, d'égalité, vont vers la réaction et la conservation. Je fais quand même une petite précision là-dessus. Les droits individuels sont des droits sociaux. Il n'y a pas de différence entre le social et le sociétal. Et sont les droits les plus concrets. Sont les droits les plus violents. Être violenté quand vous êtes homosexuel, trans, immigré, racisé, etc. C'est une expérience concrète, la plus violente possible. C'est une expérience qui vous prend directement, quand la police vous court après, vous maltraite, quand vos parents vous mettent à la porte, quand vous êtes exclu, méprisé, etc. C'est une expérience concrète très facile à comprendre. C'est bien plus concret que justement ce qu'on appelle le social, c'est-à-dire le rapport d'exploitation qui va être masqué par une certaine forme de confort quand il y a de la croissance économique, etc. Et encore à cette époque-là, la crise est démarrée, mais elle n'est pas encore aussi avancée qu'aujourd'hui. Donc, opposer les droits sociaux, individuels, juridiques, c'est-à-dire la hiérarchie dans le monde social, les rendre abstraits,
c'est vraiment et secondaire, c'est vraiment inverser la réalité. Ce sont les droits les plus concrets, les plus violents, que les gens se prennent directement dans la tête, beaucoup plus que les rapports de classe, beaucoup plus non conscients, dont il est important de prendre conscience, mais qui sont beaucoup plus diffus et invisibles. Et ça, faut le rappeler et le marteler. Vas-y, laisse la vidéo, je vais voir un peu ce qu'il dit, puis je rebondirai après. Bourgeoisie catholique de campagne en crise qui parlait. J'étais anti-libéral économique car j'avais baigné dans l'aspect social du catholicisme, car toute ma vie les politiques libérales n'avaient fait qu'empirer la crise, et sûrement aussi un peu, si on veut être franc, car adolescent on s'oppose à ses parents, et que les petits bourgeois étant essentiellement des boutiquiers libéraux, ma manière de m'opposer à mes parents était d'être socialiste. Et puis j'étais aussi anti-libéral sur le plan des mœurs, car élevé dans certaines valeurs traditionnelles. En tant que mec, pour moi, la question de l'avortement ou la question de la domination de genre était abstraite. Et ça m'arrangeait bien de ne pas y réfléchir car ça me permettait de ne pas avoir à me remettre en question. En tant qu'hétéro, je ne comprenais pas du tout les luttes LGBT par exemple. Et en tant que blanc qui ne s'était jamais fait contrôler de sa vie, je ne pouvais pas comprendre l'enjeu des violences policières ou des discriminations raciales. J'avais 15-16 ans et même si ma détestation du libéralisme tant social que sociétal allait me mener tout droit dans le rouge-brunisme et les sphères soraliennes, j'étais avant tout un adolescent ouvert, un peu idéaliste et rêveur, car je n'étais pas impliqué dans un quelconque rapport de force qui m'aurait demandé d'assumer une opposition concrète, incarnée au-delà des discours. Je souhaitais simplement que les gens discutent, votent et fassent société entre eux, comme me l'avait Vas-y, laisse la fin de la phrase. Vas-y. enseigné Étienne Chouard. Voilà. En fait, moi je souscris à tout ce que tu as dit juste avant et je trouve que il le montre bien dans sa vidéo, Padu, qu'en fait, pour se permettre de trouver que il y a des choses qui sont prioritaires, de faire le class first, etc. C'est-à-dire, il y a des vrais problèmes, quoi. Le néolibéralisme, c'est un vrai problème. Les services publics, c'est un vrai problème, etc. Alors, je suis parfaitement d'accord avec ça, hein. Et puis, il y a des faux problèmes, les problèmes qu'on range dans le grand paquet de sociétaux, c'est exactement ce que tu as dit avant. C'est qu'en fait, ces mecs-là ont toujours présenté un peu ces luttes-là comme des luttes de bourgeois, tu vois. La lutte féministe, par exemple, elle est souvent présentée comme une lutte de bourgeoises qui ont un peu trop de temps, qui se font un peu chier et qui, du coup, peuvent se poser des questions sur leur statut de femme, etc. Pareil pour les droits LGBT, tu vois. Ouais, les droits LGBT, c'est un truc, tu vois, pour aller se poser la question de ton identité de genre et tout, c'est vraiment un truc de personne bien installée dans sa vie, qu'a que ça à foutre de se regarder le nombril, etc. C'est vraiment comme ça que c'était présenté à l'époque. Moi, je m'en souviens très bien, y compris dans le contenu de cette tendance-là que je pouvais regarder sur Internet. Alors que vraiment, j'ai envie de dire, mais en fait, pour penser ça, il faut vraiment être quelqu'un qui a du temps pour se poser des questions, justement, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est extrêmement matériel et concret dans la vie des gens. Pour penser que les luttes contre les violences sexistes et sexuelles, contre la discrimination sexiste au travail, etc., c'est des luttes secondaires, il faut vraiment être un mec, en fait. Parce que les femmes, depuis qu'elles sont toutes jeunes, vivent ça de manière extrêmement concrète dans leur vie, dans leur chair, etc. Et donc, c'était vraiment une inversion complète de la charge de présenter ça, et de présenter ça de cette manière-là. Et ça, c'est Michéa qui nous a fait du mal sur cette histoire-là, notamment. Parce que, en plus, quand on y réfléchit, dans les personnes racisées, dans les personnes, dans le groupe social des femmes, dans les personnes LGBT, les personnes qui ont le plus intérêt à ce que leurs droits soient protégés, leurs droits soient améliorés, etc., sont les fractions les plus précaires de ces groupes sociaux-là. Et on peut prendre cher quand on est un jeune garçon homosexuel, y compris quand on sort d'une famille bourgeoise, quand elle est très homophobe, etc., bien sûr. Mais la violence est d'autant plus forte quand on est issu des classes populaires et qu'on a encore moins de capital culturel, scolaire, etc., pour se retourner si on se fait virer de sa famille. Pareil pour les situations des femmes. Les situations de violence sexistes et sexuelles au travail, bien entendu que c'est les femmes les plus subordonnées, les plus dominées au travail qui vont les subir. Et sur la domination, sur les conséquences du racisme, un truc dont on n'a pas reparlé pendant 2005, c'était il y a eu un autre événement important que le référendum, c'était ce dont on s'est souvenu comme les émeutes de 2005. Moi, c'est toujours un peu particulier, je trouve qu'on le présente comme ça, mais c'est très révélateur en fait, qu'on s'en souvienne comme un problème sécuritaire. Donc c'était des révoltes qui ont eu lieu dans les quartiers populaires suite à la mort de 2 enfants qui s'appelaient Ziad et Bouna.
qui ont vu la police arriver, se sont mis à courir pour échapper à la police, sont rentrés dans un transfo et sont morts dans ce transfo. Et il y a eu tout un procès, etc. Parce qu'on a des enregistrements des policiers qui voient les gamins rentrer là-dedans, qui disent « je donne pas cher de leur peau ». Et en fait, les secours n'ont pas été prévenus et les enfants sont morts dans ce transfo. Et bon, voilà, et c'est terrible. Et il y a eu une situation très fracturée dans la France, c'est-à-dire que d'un côté, tu avais les PADU, qui n'étaient pas du tout concernés par le harcèlement quotidien des policiers dans les quartiers populaires, particulièrement auprès des jeunes garçons noirs et arabes, qui fait que leur réflexe quand ils voient un flic, c'est de courir, même quand ils n'ont rien fait. Et du coup, quitte à se mettre en danger, quitte à rentrer dans des endroits où tu peux y perdre la vie, ce qui a été le cas ici, eux, en fait, ça ne les touche pas du tout, ces sujets-là. Ils n'ont pas du tout conscience de ce qui se passe à ce moment-là. Par contre, du côté des quartiers populaires, tu as tout un tas de gens qui vivent le harcèlement policier au quotidien, qui ont peur pour leurs gamins parce qu'ils savent que leurs gamins sont en danger dans l'espace public à cause de la police. On était en plus dans cette ambiance avec Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui disait qu'il allait nettoyer les banlieues au Karcher, etc., etc. Ça, des PADU, tu vois, c'est facile pour des PADU qui sont en fait dans des positions sociales qui sont favorables en réalité, de jeunes mecs hétéros, blancs, de se raconter que ce sont des combats d'arrière-garde, tu vois, des combats de seconde zone. Et il y a eu il y a plein de mecs qui ne comprennent pas quand on parle d'hétéro cis blanc, ouais, le mâle hétéro cis blanc est devenu l'ennemi, etc. Mais c'est pas une question d'ennemi. Par contre, c'est une question de dire, quand tu es dans cette position sociale-là, évidemment que ton quotidien, ta vie quotidienne, etc., tu ne subis pas les trucs que subissent les autres groupes sociaux qui sont concernés par ça. Et donc, c'est un travail militant d'aller faire prendre conscience aux personnes qui ne subissent pas le racisme, que le racisme existe et qu'il a des conséquences sociales graves, que le sexisme existe, que les violences sexistes et sexuelles existent et que ça a des conséquences graves dans la vie des femmes, que les LGBT-phobies existent, etc., etc. Et d'aller travailler au niveau de l'État, au niveau des décisions politiques, pour que ces choses puissent changer, quoi. Ouais. Et c'est intéressant parce que tu parlais de 2005, les deux événements, dans les quartiers populaires, ça avait beaucoup voté au non au référendum. Donc c'était cette partie-là, quand on parle de la gauche, qui la mobilise. Et quand toute cette gauche de la gauche qui avait voulu essayer de recapter le peuple du non, quand il y a eu les émeutes alors ça a commencé à Clichy, avec Ziad Ebouna, mais ça s'est vraiment étendu partout en France, faut se rappeler, on en parlait dans le monde entier, etc. Enfin, on voyait, ouais. Et ça, vraiment, tout le monde, tout l'espace politique, là, s'est refermé pour condamner. C'est pas le problème social, justement, qui a été interrogé. Les conditions de vie, les conditions racistes, les conditions d'exclusion, parce qu'il faut savoir que c'est des banlieues qui sont soi-disant très proches de Paris, et on a parlé de Michel, mais on peut parler de quelqu'un qui a été catastrophique aussi, qui l'est toujours, mais Christophe Guilluy là-dessus, qui justement faisait croire que parce qu'ils sont tout proches de Paris à vol d'oiseau, c'est des gens qui profitent de la mondialisation, alors qu'il suffit de regarder les moyens de déplacement, le temps dans le RER, l'état des équipements, etc., pour voir que c'est des territoires d'exclusion. Et cette question-là, quand elle s'est posée, il y a eu une réponse ultra sécuritaire. Et ça a été la réponse sécuritaire de l'ensemble de l'espace politique, du PS à l'UMP, enfin de tout le monde. Et c'est pour ça qu'on a eu ensuite Sarkozy. Et là, clairement, il y a eu un coup de raté, c'est-à-dire il y a eu un coup de raté entre justement de faire la jonction entre les émeutes dans les quartiers populaires avec le non-référendum qui était à quelques mois d'intervalle et pour lesquels les gens dans les quartiers populaires avaient voté massivement non. Et ça nous a pris un temps, ce raté-là a entraîné la période Sarkozy, les délires sur l'intégration, l'immigration. On a eu quand même 2 ans après, donc Sarkozy au pouvoir, un ministère de l'immigration et de l'intégration, avec le fameux horte-croix de feu comme on l'appelle. Et et là-dessus la gauche
a mis énormément de temps à rattraper le retard, c'est-à-dire à prendre conscience de l'espace raciste, de comment la race tue, ordonne, hiérarchise dans ce pays. On le voit maintenant, ça commence à prendre de l'hégémonie grâce à la France insoumise, mais il y a encore beaucoup à faire. Et effectivement, Ziad et Bouna ne sont pas morts parce que il y avait des bons policiers et des méchants policiers racistes qui leur ont couru après. Non, c'était peut-être les moins racistes de leur corporation qui ont couru après Ziad et Bouna, mais c'est la race qui a tué. C'est-à-dire c'est des gens qui viennent dans les quartiers pour mater, contrôler, violenter, que ces gens, et on va le voir, aient l'impression d'être racistes ou non. De toute façon, la race est une structure, ça n'est pas un affect, ça n'est pas un sentiment, ça n'est pas une idéologie, c'est une structure qui non seulement mobilise les gens qui en ont conscience, mais qui mobilise aussi les gens non conscients. Et peut-être bien plus massivement, les gens non conscients du racisme reproduisent le racisme. Donc c'est pas pour rendre responsable, c'est juste pour dire, voyez comment vous ordonnez le monde. Et effectivement, quand on ferme les yeux devant les émeutes à Clichy, etc., on reproduit l'ordre racial qui était et qui est toujours à l'œuvre dans ce pays. Ouais, totalement. Et quand tu dis c'était peut-être les policiers les moins racistes, etc., en fait, on n'en sait rien, mais je pense que c'est pour préciser ta pensée. Je pense que ce que tu veux dire, c'est ça en fait, n'aurait la rien question changé. n'était pas le racisme individuellement de ces policiers. Alors, bon, quand on est policier, il y a de fortes chances d'être raciste, hein, n'est-ce pas? Mais même si ça avait été au sein des policiers les moins racistes, en fait, le fait que les mômes se mettent à courir quand ils les voient et que eux leur courent après, c'est la structure Ouais. raciale de la France qui fait ça et qui crée ça. C'est une question de structure, mais après, à l'échelle individuelle des gens, le fait qu'une grande partie des gens le reproduisent ce système raciste sans être des militants ouvertement, Non. qui se définissent comme racistes, qui assument leur racisme, etc., c'est tout autant un problème. Et donc, nous, notre travail militant, c'est d'aller travailler aussi sur cette non-conscience du racisme, du sexisme, etc., de le rendre visible, de le rendre conscient aux gens qui, sans s'en rendre compte, reproduisent la structure, de manière à pouvoir aller combattre frontalement ces structures-là, qui sont des structures qui Et on va le voir de toute entraînent façon, des catastrophes, et notamment ici, qui la mort de gamins, quoi. font mourir, comme la classe fait mourir. La classe est une structure qui est peu pensée par plein de gens, mais qui est reproduite tous les jours par tout le monde. Et c'est un ordre, c'est une structure qui tue. C'est une structure qui tue au travail, c'est une structure qui tue précocement des gens qui font les métiers les plus pénibles, etc. Et ça, c'est la classe. Bon, on va le voir, hein, mais on va voir comment le parcours de Padu, il est fait aussi de conscientisation, mais de dépositionnement, repositionnement qui lui font prendre conscience de certaines choses. Et effectivement, c'est des parcours individuels. La tâche des organisations progressistes, des structurations, c'est justement de se structurer, de s'organiser pour que cette non-conscience, le passage du non-conscient au conscient, et donc à la nécessité de la transformation, ne se fasse pas que de manière individuelle et par hasard, c'est-à-dire de compter que sur il va avoir la chance de rencontrer un tel ou de s'engager dans tel mouvement qui fait que... Non, de faire en sorte de porter directement la conscience de classe là où elle en a besoin, et la conscience de race est exactement la même, la conscience de genre. Et ça va être intéressant je spoil un peu, mais pour le public, gardez ça en tête, parce que vous allez voir comment en fait ces positionnements, dépositionnements vont pouvoir effectivement permettre de prendre conscience à un moment donné de la race. Là, il le dit, c'est quelque chose... il va le dire, c'est quelque chose qui n'existe pas, quoi. C'est ça, ça fait pas partie de son univers mental, parce qu'encore une fois, il est dans une position qui est confortable, en fait, sur ces plans-là. Et donc là, attention, on va rentrer dans la période en fait. confuse. Oui. On va rentrer dans la période confuse du Padu. Attention, Padu confus, encore plus confus. Let's go. C'est parti. Sauf que voilà, quand on croit à la discussion et au consensus comme moyen de faire société, il n'y a rien qui crée autant de réactance chez nous que le déni de liberté d'expression et le refus du débat par des étiquettes faciles.
Nous sommes le 22 juillet 2014, Usul sort un épisode de sa géniale série de l'époque, Mes chers contemporains sur Étienne Chouard. Usul déroule l'argumentaire chouardien, reste bienveillant avec lui et le défend contre les accusations de complotisme, d'être proche de la fachosphère, etc. La vidéo marche bien, va clairement dans le bon sens selon moi, mais dès le lendemain, Usul se rétracte. Il aurait discuté avec des antifas pendant la nuit et décide finalement de rajouter un avertissement au début de sa vidéo pour expliquer que quand même, Chouard parle à des fachos et donc qu'il est lui-même à moitié contaminé par le virus fasciste. Je caricature le déroulé des événements parce que dans ma tête, à l'époque, c'est ça qui s'était passé. Le fait qu'Usul finisse par le cancel en une nuit pour des propos invérifiables rapportés par des gauchistes comme quoi, en privé, Chouard aurait qualifié Alain Soral de résistant, vraiment, ça m'a fait péter un plomb. Et même si ma trajectoire sociale et intellectuelle m'aurait probablement quand même mené à ce qu'on a appelé la dissidence, ce faux pas d'Usul a été la goutte d'eau qui m'a fait me dire qu'au fond, la solution ne se trouvait pas à gauche, mais bien dans le ni droite ni gauche. 2014, c'est aussi le moment de l'affaire Dieudonné. Alors attends, on disait juste avant, pour pouvoir se permettre de trouver qu'il y a des combats de seconde zone qui sont moins importants, etc., qu'on met dans un gros fourre-tout qu'on appelle sociétal, sans être capable de comprendre que en fait, tout est lié et que une lutte anticapitaliste, une lutte pour maintenir des services publics, pour acquérir de nouveaux droits, pour protéger les droits du travail, etc., est intrinsèquement liée aux problèmes de racisme, aux problèmes de sexisme, etc., etc. Il faut aussi être dans une position particulièrement confortable, je le pense, pour pouvoir se raconter qu'en fait, on peut faire un compromis entre deux personnes, etc. Tu sais, c'est souvent l'espèce de blague. Est-ce qu'on ne ferait pas un compromis entre les nazis et les populations juives persécutées dans les années 40 et exécutées Mettez-vous autour d'une table, vous allez trouver une solution, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, mais une illusion de personne qui n'est pas mise en danger par ces discours-là. Parce qu'en fait, il n'est pas dans l'urgence, il n'est pas visé directement par les discours de l'extrême droite. Et c'est beaucoup plus pratique, en fait, de pouvoir se raconter qu'on peut faire un compromis entre deux personnes qui n'ont rien à voir. Et en fait, ce truc de compromis, en plus, c'est vraiment la mort du choix politique, en réalité. Parce que non, on ne peut pas faire de compromis entre deux personnes qui ont des avis parfaitement différents. Moi, je ne vais pas faire de compromis avec des gens qui veulent privatiser la santé, alors que moi, je veux un système de soins entièrement public avec un 100% sécu, etc. Je ne vais pas pouvoir me mettre d'accord avec un mec qui trouve que il faut augmenter la part des assurances privées et que ça soit des cliniques privées qui gèrent les soins et que après, si tu n'as pas les moyens de payer, c'est tant pis pour toi, que tu avais qu'à mieux travailler à l'école. Je ne peux pas me mettre d'accord avec un mec comme ça. Et cette espèce d'illusion on n'a qu'à mettre tout le monde autour de la table et puis il y a bien des trucs sur lesquels on est à peu près d'accord et on se met d'accord là-dessus et puis le reste c'est pas grave. C'est vraiment un truc c'est vraiment une manière de nier la nécessaire conflictualité politique. On ne peut pas porter un vrai projet de transformation, un vrai projet de gauche, etc., en se disant que ça va bien se passer, qu'on va s'opposer à personne et qu'il suffit de discuter très très longtemps pour qu'on se mette d'accord, quoi. Ouais, puis c'est vraiment... Alors, ce qui est drôle, c'est que... Mais ça, c'est vraiment une vision de gens qui démarrent la politique et qui pensent que ça se joue sur le monde des idées. Ce qu'on appelle idéaliste, quoi. C'est vraiment de considérer qu'il y a des idées plus objectives, plus performantes que d'autres, et que la délibération va faire en sorte que si on met tout le monde autour d'une table, les meilleures idées vont s'enrichir. Et Chouard, c'est vraiment l'incarnation de ça. On a fait une vidéo justement avec Padu là-dessus, mais on voit qu'il est là-dedans. En se disant, mais attends, on peut piocher un peu à gauche, on peut piocher un peu à droite, on peut piocher, voilà. Et puis si les gens se mettent autour d'une table, en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ont les mêmes intérêts, et puis ils vont se mettre d'accord et tout. Mais non, en fait, derrière ça c'est dépolitisant. Ce qui apparaît comme absolument politique là-dedans, en fait, est totalement dépolitisant. Pourquoi ? Parce que c'est des visions, c'est empêcher de comprendre qu'il y a derrière les idées des visions du monde, des sujets collectifs, et qu'il y a beaucoup plus de cohérence dans les corpus idéologiques qu'on voit à l'œuvre que dans prendre un bout par-ci, prendre un bout par-là, etc. Typiquement, quand vous êtes dans une logique de pacte égalitaire, quand les gens vous leur dites quand vous avez une vision vraiment cohérente du pacte égalitaire, vous allez être pour l'égalité concrète, les droits pour tous, l'universalité des droits, et en même temps des mesures salariales, de droit au travail, etc., beaucoup plus importantes d'accès aux services publics et tout.
Si demain on vient vous dire, bah allez, je te rajoute 1000 € sur ta paye, mais en fait, on te rajoute, en échange, tu acceptes de réduire l'immigration ou de taper sur les racisés, vous n'allez pas dealer ça, vous allez dire non, mais c'est un tout général. Voilà. Et de la même manière, les gens qui sont dans le pacte racial, si vous leur dites, ils veulent peut-être, le pacte racial leur paraît cohérent pour pouvoir dire, ah bah oui, on garde les ressources que pour nous, que pour les blancs. Si demain vous leur dites, oh, allez, en fait, il y aura un peu plus de ressources s'il y a un peu plus d'immigrés, ça perd sa cohérence et ça n'a aucune adhésion. Donc les gens qui croient que parce qu'ils ont vu un sondage un jour comme quoi les ouvriers sont pour majoritairement l'augmentation du SMIC et que de l'autre côté les ouvriers sont majoritairement pour je sais pas, le contrôle de l'immigration, tu fais, ah, on va faire un parti SMIC plus immigration et ça du coup ça va faire 60%. Bah non, parce que quand c'est ce qu'on essaye d'expliquer avec le graphique, quand vous en gagnez d'un côté, vous en perdez de l'autre. Et du coup, à la fin, ce sont des jeux à somme nulle et à résultat nul, quoi. Mais ça, c'est un mode de compréhension matérialiste à partir des sujets collectifs, des luttes de classe, qui est pas simple, finalement, à penser. Là-dessus, on va, pour notre pas du confus, mais pour plein d'autres, c'est pas simple. En général, et surtout maintenant qu'il y a Internet, qu'il y a ce genre de choses, on a l'impression qu'on rentre dans la politisation par l'accumulation d'idées et chercher la meilleure idée, le meilleur programme. Alors qu'en fait, la politisation, c'est une question de structuration et de lutte concrète, quoi. Et là, on voit, ce qui est intéressant, hein, tu as remarqué, pour l'instant, qu'est-ce qui est significatif ? Il parle de sa politisation alors qu'il n'a participé à aucune lutte de manière concrète. Sa politisation n'est que ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire s'intéresser aux idées, s'intéresser à ce que disent les gens, etc. Il est pas rentré dans la praxis. Et on va voir que ça, c'est significatif. Chris a dit, il n'est pas allé tracter dans les usines, devant les usines, il n'a pas le droit de parler. Hein. C'est ça qu'il a dit, hein, vous avez retenu. Tout à fait. Un stage chez Lutte ouvrière et ça aurait été plus vite sa moïsation. Exactement. Mais non, mais c'est quand même significatif, tu sais, de se dire, des gens qui te disent, moi je me politise, mais en fait quand tu regardes, c'est que du, c'est que de la vidéo, quoi, tu vois. Ben oui. Après. Ah non, mais c'est pas. On va voir où ça l'emmène. Voilà, c'est ça. Qui m'a poussé, elle aussi, à m'intéresser plus profondément à ces sphères dites dissidentes. L'image de Manuel Valls, censé incarner la gauche, mai 68, il est interdit d'interdire, qui finit par interdire le spectacle d'un humoriste, ça venait confirmer toute la lecture que j'avais de la situation historique. La gauche et la droite qui se passaient le pouvoir au nom du peuple, tout en chiant dessus allègrement et en dissidant de quoi on avait le droit de rire ou non. Alors je sens déjà les retombées qu'auront la vidéo que vous êtes en train de regarder, parce que avoir adhéré un jour au discours de cette dissidence, et notamment à Soral, c'est forcément le signe que j'étais un antisémite acharné. Et je sais que certains voudront expliquer mon combat actuel pour la Palestine, par exemple, par une hypothétique haine des juifs. La réalité, c'est que je ne me suis jamais senti antisémite. Ça veut pas dire que j'ai pas eu des schémas de pensée, qu'aujourd'hui je sais être les éléments de langage de l'antisémitisme historique qui s'assume rarement. Mais Soral était confusionniste et j'ai mis des années avant de comprendre qu'il était antisémite. Ceux qui ont écouté beaucoup de Soral le savent. Son discours dans ces années-là, c'était « Moi je ne suis pas contre le juif du quotidien qui est un Français comme un autre, mais contre le lobby sioniste, contre les gens qui se disent à gauche en France tout en supportant l'extrême droite israélienne. » Il y a en France une dérive totalitaire aujourd'hui, une dictature du politiquement correct, instrumentalisée par ce que j'appelle la communauté juive organisée, et qui n'est pas les juifs du quotidien, c'est-à-dire par le CRIF, dans les intérêts exclusifs d'Israël, vous voyez. Et comme Israël est le dernier état d'apartheid du monde, on est dans un dysfonctionnement total sur le plan des valeurs républicaines démocratiques à cause de la très grande influence du lobby sioniste sur la France, qui est un sionisme d'extrême droite. Ça me semblait plutôt cohérent. Alors... La période Soral, bon, Bou Padu, alors donc vous avez vu Bébé Padu commence à écouter Chouard, commence à écouter Usul, commence à écouter Soral, n'est pas très en fait mise en danger par les partis border des discours de l'extrême droite, etc. Donc se dit tiens, pourquoi pas qu'on ferait pas une grosse alliance entre tous les gens qui sont d'accord pour pas aimer Hollande et Sarkozy. Et puis petit à petit, Hollande arrive au pouvoir. Comme vous le savez, c'est une catastrophe absolue, genre vraiment. C'est-à-dire que
Non seulement ils ne font pas une politique de gauche, mais en fait, ils font une politique vraiment à droite, hein. C'est le moment où passe la loi travail, qui est une catastrophe absolue. Il y a des trucs sur la déchéance de nationalité. Il y a le seul truc sur lequel on pourrait éventuellement un peu les sauver, c'est le mariage pour tous. Mais même ça, en fait, ils l'ont fait d'une manière qui a été vraiment. Enfin, tu te souviens, hein, ils ont fait traîner le truc Bien sûr. pour ce qui a permis, ce qui a laissé le temps, notamment à l'extrême droite, un peu tendance catho, machin, de s'organiser, de faire des manifestations massives, etc. etc. Ça a été un moment de pic d'homophobie dans le pays. Enfin bon, vraiment, ça a été l'enfer ce quinquennat. Vraiment, ça nous a fait énormément de mal à gauche. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on mesure à quel point c'est compliqué aujourd'hui d'arriver avec un projet de gauche radical, d'expliquer qu'on peut changer la vie, qu'on peut changer les choses, qu'on peut changer le mode de production, etc. etc. Quand notre antécédent, la dernière fois qu'on a pris le pouvoir, on considère que c'est ça. Alors moi, pour moi, enfin le quinquennat Hollande n'a rien à voir avec mon camp politique et avec ce que j'ai envie de faire. Il n'empêche qu'il y a plein de gens qui retiennent ça comme étant la gauche, donc c'est une catastrophe. Et c'est à cette période-là que Soral est en ascension extrêmement rapide. Et tu vois ce qu'on disait tout à l'heure là sur la conscience et la non-conscience du racisme, etc. C'est intéressant de voir Padu dire « je ne me suis jamais senti antisémite ». Parce qu'en fait, Bien sûr. effectivement, probablement que lui, à ce moment-là, je sais pas, 2014, en fait, il est adolescent, il est grand ado. Je pense que lui, il se dit pas, moi, je m'engage en politique pour persécuter les personnes juives, tu vois, ou pour lutter contre les personnes juives directement. Par contre, il a probablement assez peu d'anticorps pour reconnaître l'antisémitisme quand il est sous son nez. Enfin, je veux dire, là, il est vraiment sous son nez. Et pour du coup avoir un réflexe d'en prendre conscience, il est encore dans cette non-conscience qui fait qu'en fait, il va accompagner un mouvement qui est indéniablement antisémite, indéniablement. Enfin, je veux dire, le discours de Soral, je te laisserai en parler après, Chris, mais enfin voilà, comprendre l'Empire, c'est un délire Ah oui, hein, comme bouquin. c'est un des. Et Vas-y, finis. vas-y. Hein. Non, mais Et donc, comprendre il se l'Empire est retrouve clairement, dans cette situation. à mon sens, comprendre l'Empire est clairement un livre qui est dans la lignée des plus grands pamphlets antisémites Oui. de l'histoire de France. Et on n'est pas les derniers sur le sujet. On est dans l'ordre de Longue tradition. Voilà, on est dans Longue l'ordre de. tradition française. Bah, pour moi, le représentant de ça, c'est la frange juive de Drummond. On est vraiment dans l'ordre de ça. C'est vraiment un livre qui remonte presque au Christ et justement dans la manière dont, depuis le schisme chrétien entre ce qu'ils appellent l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, etc., les juifs n'ont fait que tenter de faire dégénérer la civilisation occidentale, sont à l'origine de la franc-maçonnerie, de la Révolution française et de l'attaque de toute la tradition en France et donc d'un peuple grand, mais enfin voilà, c'est vraiment un ramassis antisémite de A à Z, qui a tous les codes de l'antisémitisme, l'antijudaïsme historique en France, et qui vient effectivement essayer de se réactualiser en faisant croire que c'est pro-palestinien, alors qu'en fait les Palestiniens pourraient être cosaques, ougandais en Antarctique ou quoi que ce soit, ce serait la même chose, parce que le problème n'est pas le droit des Palestiniens pour Alain Soral, le problème est le droit des Juifs. Donc c'est enfin, voilà, c'est pas une petite précision, mais c'est vraiment c'est là où on voit effectivement la différence entre les gens qui sont rentrés dans les livres de Soral et qui sont restés, des gens aussi qui sont restés dans des vidéos. Quand on s'intéresse vraiment au corpus, qu'on reste pas sur des vidéos, parce que la vidéo aussi, on prend un peu ce qu'on veut, voilà. On peut pas passer à côté de ça, on peut pas passer à côté de cet antisémitisme, c'est sûr et certain. Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai envie de te dire que je trouve que même par les vidéos, en fait, c'était Oui, compliqué de non, passer mais à on est côté. d'accord, on est d'accord. Très honnêtement, et encore une fois, c'est pour ça que je parle d'anticorps, tu vois, et de capacité à reconnaître le truc. Parce que là, enfin, honnêtement, le mec avec son t-shirt goy et tout, enfin, en fait, c'est bon, quoi. Ça se voit très bien et ça a été de pire en pire. Et c'est pareil pour Dieudonné, si tu veux. Dieudonné,
Dieudonné, moi je veux bien qu'en 2007-2008, moi Dieudonné, je le dis très honnêtement, c'est un mec dont j'ai adoré les spectacles. Enfin, moi, pour moi, Le divorce de Patrick, par exemple, c'est Ouais, un des meilleurs spectacles d'humour que j'ai vu. je suis d'accord. Je suis très sincère quand je dis ça. Mais par contre, enfin, je veux dire, 2014-2015, on est vraiment dans des trucs qui sont, pour moi, au-delà du regardable, en fait. Enfin, le mec a vraiment complètement vrillé. Et Mm. c'est intéressant hein, de voir comment l'engrenage se met en place, etc., etc. Et puis ensuite, voilà, il va faire baptiser son gamin par Jean-Marie Le Pen et tout. Enfin, je veux dire, là, il y a plus de doute. Et pareil, Soral après rejoint le Front National. Là, je veux dire, les cartes sont de manière très évidente mises sur la table. Euh, et ça devient de moins en moins possible de se cacher derrière son petit doigt et de se raconter que pas du tout. Là, on le voit on voyait une image de Soral avec un t-shirt avec une étoile rouge et une faucille et un marteau. Bon, je suis désolée, mais, mais en fait, c'était déjà facilement visible après. Vas-y, on va avancer un petit peu. Qu'on soit bien clair, hein, je dis pas que c'est que ne pas le voir dans les vidéos de Soral, enfin Oui, que c'était invisible. Je disais que c'était bah oui. peut-être la façon dont il l'insinuait de manière un petit peu ambiguë. Et pour des gens formés, c'était très évident. Moi, Exactement. voilà. Pour des gens moins formés, ça l'est moins. Oui, alors que si vous rentrez dans un texte long, etc., enfin, c'est gerbant, quoi. C'est une accumulation de clichés Mhm. antisémites. Et là, on peut moins passer à côté. Ouais, Comme carrément. discours, tout comme les musulmans ne sont pas responsables de ce que font certains terroristes islamistes. Les juifs ne sont pas responsables de Meir Habib ou de Netanyahou. C'était à ça que j'adhérais. Mais ce que je me refusais de voir, c'est que pour Soral, l'influence des sionistes était démesurée. Le concept d'américano-sioniste lui permettait de repenser toute la géopolitique mondiale à partir d'intérêts cachés israéliens, par exemple. Je me souviens que sur ça, justement, j'étais pas convaincu, mais c'était pas grave parce qu'au fond, ce que je trouvais chez Soral, c'était pas de l'analyse géopolitique. C'était pas ça qui m'intéressait, c'était pas l'important. Donc je mettais ce genre de red flag évident de côté, un peu comme si j'étais dans une forme de déni si vous voulez. Je pense qu'il y a deux choses en particulier qui m'ont fait tomber dans le soralisme à l'époque. Premièrement, Soral était un modèle de masculinité pour moi, jeune homme en devenir oui. qui avait besoin de Eh oui. repères pour savoir quoi faire de ma vie. Tout ça s'est passé inconsciemment, mais si j'ai persévéré Putain, méprise. Alors, c'est comme ça qu'il appelle sa vie. Parce que c'est peut-être un endroit un peu plus précis. Quand il dit. J'étais un peu en sûr quand il a dit pour savoir quoi faire de ma. Et tu sais, toi aussi. Parce qu'en Évidemment. vrai, les gens qui allaient voir Soral, c'est pas pour quoi faire de leur vie. C'est un autre mot en une syllabe. Enfin, 2 syllabes. Mais... Mais évidemment, et si tu veux, en On fait, le dira je pense pas. que mais- Le c'est vraiment B-word. important de parler c'est vraiment important de parler de Soral et de ce qu'il a été pour les jeunes garçons de cette génération. Et j'insiste sur le côté jeune garçon parce que euh, moi, je pense qu'il a été énormément regardé par toutes les personnes qui sont nées, on va dire, entre 85 et 2000 à cette Ouais, période. tout à fait. Il a été structurant pour plein de gens, pour plein de raisons, et notamment parce que à l'époque, il n'y avait pas du tout aussi la même profusion de contenu politique sur Internet qu'aujourd'hui, où c'est hyper multiple et vous avez des tas de gens, ça va de l'anarchisme libertaire à l'antispécisme vénère, l'extrême droite identitaire. Enfin, vous avez vraiment plein de courants politiques qui sont représentés avec plein de créateurs de contenu différents pour vous politisé entre guillemets sur YouTube, mais à l'époque il y avait beaucoup moins de choix que ça. Et Soral, il arrive à un moment particulier, on va en reparler après, et il parle à un type particulier de personnes, et particulièrement aux jeunes garçons. Parce que moi, en fait, je tombe pas dans le soralisme à l'époque, pourtant je l'écoute beaucoup, alors, parce que, comme chacun sait, j'ai une immense passion pour les droitards, n'est-ce Passion pas droitard. Pokédex. C'est- Droitardex Exactement. de C'est bon. Zoé. Vous pouvez J'ai un pas tester. droitardex, Il est j'ai un incroyable. droitardex extrêmement fourni, n'est-ce pas? Non, mais moi, j'ai toujours eu envie j'ai toujours eu beaucoup on va dire, d'intérêt dans le fait d'écouter les gens qui sont pas d'accord avec moi, parce que je pense que pour pouvoir combattre son ennemi, il faut le connaître. Et donc, j'ai toujours beaucoup écouté de droitards, etc. Donc, j'ai beaucoup écouté Soral à cette période-là. Mais moi, je suis pas tombée dans le soralisme. Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que j'étais déjà quand même pas mal formée politiquement. Et donc, moi, les conneries de gauche du travail, droite des valeurs, etc. Enfin, je savais que c'était du foutage de gueule sur un plan théorique, sur un plan stratégique, sur tous les plans. Mais surtout, je suis une meuf, en fait. Et le discours de Soral, il est tellement
brutalement masculiniste que moi, ça me fait le même effet quand j'écoute Soral. Moi, je le voyais déblatérer des trucs vraiment en plus, vraiment le niveau du masculinisme le plus bas du front, quoi. C'est-à-dire, ah ben ouais, mais quand même, les femmes, c'est pas génial. Regardez, est-ce que vous connaissez beaucoup de grandes joueuses de jazz femmes? Ben non, c'est que des hommes, ça montre bien que. Enfin, c'était vraiment ce niveau-là, quoi. Ouais. Donc, si tu veux, bon, ça prend pas très longtemps quand t'es une jeune nana qui a une vingtaine d'années de te dire, oui, bon, c'est un trou du cul, quoi. Tu vois. Et je pense, alors je sais pas si on a des stats, mais je pense sincèrement que dans le public de Soral à l'époque, il y avait 90% de mecs. Vraiment. Enfin, c'était un truc fait pour les mecs. Le graphique dit 91,3. Mais Le saint graphique a toujours raison. donc moi je m'exécute, je répète ce que dit le graphique. C'est ça. Mais non, mais clairement, bah, on le voit. Hein, mais typiquement, tu vois, c'est ce que tu disais. Tu as une formation politique qui te fait détecter le connerie de foutage de gueule. Et moi, pour être à la même époque, ça sent le fascisme, quoi. Ça sent Ouais, vous voyez, ça sent évidemment. la troisième voie, quoi. Ça sent vraiment le. C'est toujours ça qu'on explique dans le fascisme, c'est-à-dire c'est une révolution réactionnaire. C'est-à-dire c'est jamais une conservation pure, c'est jamais voilà. C'est toujours dans un espace un peu critique. Le fascisme se donne l'apparence des révolutionnaires, mais pour revenir en arrière, et non pas pour faire progresser la société. Et ça, Soral l'incarnait bien dans ce fascisme-là, c'est-à-dire comme on a pu le connaître en France, avec Doriot, ouais, il se donnait l'apparence du communisme, mais en même temps de la tradition. D'ailleurs, il se revendiquait du cercle Proudhon, c'est-à-dire des gens qui étaient et l'Action française et le syndicalisme révolutionnaire. Bon, voilà, ces alliances-là de troisième voie, on l'a dit, hein, qui sont des alliances de la carpe et du lapin, en période normale, sont assez insignifiants. En période un peu critique, commencent à prendre de l'ampleur, et en période vraiment critique, peuvent venir au pouvoir ou alors fortement déstabiliser la société. Heureusement, Égalité et Réconciliation n'a pas eu cet effet-là, parce que je pense qu'on était encore structuré en France, et on a eu, on le verra après, 2017, un espace populiste beaucoup plus normalisé qui a permis de canaliser un petit peu, on va le voir avec notre Padu, mais qui a permis un peu de canaliser ces potentialités, ces volontés de transformation et de sortie du clivage PS-UMP de l'époque, et donc a un peu limité les troisièmes voies très fascistes comme l'était Soral. Donc c'est plutôt une bonne chose. Après, moi, je pense aussi que ce qui a fait que le soralisme a vraiment énormément perdu en vitesse après et aujourd'hui, alors si tu veux, Soral garde, comme il a fait partie, comme il a été structurant dans la formation politique de plein de gens, y compris des gens qui sont dans notre camp aujourd'hui, beaucoup, sans forcément qu'ils y aient adhéré énormément, mais en tout cas qu'ils l'ont écouté beaucoup. Moi, je pense aussi que ce qui l'a tué, c'est qu'il a été incapable de créer un mouvement structuré, en réalité. Tu vois, il a fait égalité-réconciliation, mais tu trouves pas que en fait, il a quand même, tu vois, il a fait le boutiquier, en fait. Ouais, Dieudonné a fait ça aussi. Il y a de ça, mais en fait, c'est aussi parce que c'est des gens qui sont... Tu parlais ils structurent les gens politiquement. Non, je pense qu'en fait, ils ont eu l'effet de déstructurer les gens politiquement. Oui. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, quelle a été la force de Soral, et au-delà d'égalité et réconciliation, quand il est arrivé, moi je l'ai vu arriver plutôt que Padu, mais moi, avant Internet. C'est-à-dire, moi j'étais... Quand on a à peu près 10 ans d'écart avec Padu, mais moi j'ai vu Soral arriver, j'avais 14-15 ans. Internet, ça n'existait pas. YouTube, ça n'existait pas. Tu rentrais chez toi le samedi soir, soirée de merde, avec les potes. J'habitais en ruralité, je prenais mon scooter, je rentrais à la maison, et il y avait Ardisson, tout le monde en parle, tu vois, et tu tombais sur Alain Soral, t'arrives, alors je sais pas si les gens se rendent compte que c'était Ardisson à l'époque, mais toi t'as quand même dû un peu connaître, tout le monde en parle. Oui, Zoé, j'ai très bien, je visualise très bien. T'es une vieille comme moi, mais et t'arrives et ben on va le voir en plus, on va voir des extraits même d'avant Ardisson quand il faisait De Chavannes, mais t'avais un gars qui arrivait effectivement sur des plateaux de télé,
qui étaient des émissions de talk-show, qui étaient des émissions, et qui avaient un discours qui était que tu entendais nulle part, c'est-à-dire un discours qui se cachait derrière beaucoup de questions de classe, à une époque où on en parlait beaucoup moins dans les médias. C'était vraiment parler de Marx, parler de classe sociale, parler de bourgeoisie à l'époque, ça n'existait pas. Et puis démonter vraiment le Parti socialiste, etc. Tu parlais de Soral qui n'avait pas de femmes dans son auditoire, mais il avait par contre, en revanche, beaucoup de jeunes des quartiers populaires, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il démontait l'arnaque antiraciste du PS, SOS Racistes, etc. Donc c'est pour ça, qu'il a eu cet effet de, comment dire, détruire l'ancien monde, quoi. C'est-à-dire l'ancien système. Donc plus que de structurer les gens, il a déstructuré les... Et on le voit comment pas du en parle, il a déstructuré en fait ces logiques-là avec effectivement un public qui avait besoin, qui voyait bien finalement l'incapacité de SOS Racistes, du PS, etc. Donc est-ce que effectivement il aurait pu... Est-ce qu'il avait une volonté d'être vraiment un parti fasciste, etc. Ou, comme tu dis, de faire que de la boutiquerie? Je sais pas. T'as peut-être raison, mais moi je pense qu'effectivement Soral, il est devenu boutiquier parce que en fait... Parce qu'il pouvait pas faire autre chose. Ouais, parce qu'il pouvait pas faire autre chose. Ouais. Parce que toute sa logorée... moi je l'appelle le maître de la logorée et pas le maître du logos, mais toute sa logorée ne sert finalement qu'à faire de la critique et à de la destruction de ce qu'il appelait l'UMPS, le système, l'Empire, etc. Ce qui est drôle. Et c'est pour ça qu'il perd aussi en vitesse. Parce que autant c'est efficient en 2005, autant maintenant que Pécresse et Hidalgo additionnés ont fait 6% aux dernières présidentielles, bon bah voilà, autant tirer sur l'UMPS au milieu des années 2000, c'est extrêmement iconoclaste. Dire que voilà, autant maintenant qu'ils sont morts et enterrés, bon bah on comprend que Soral perde de la vitesse parce que ça n'a plus aucune valeur, quoi. C'est inconsciemment, mais si j'ai persévéré dans les arts martiaux par exemple, et si je me suis mis à lire beaucoup pour développer mon esprit, je pense que c'est en partie par l'influence de Soral. Et c'est d'ailleurs pas quelque chose que je regrette, au contraire. Ça paraît bête, mais je pense que l'aspect développement personnel dans un monde où les valeurs traditionnelles sont en crise a été l'un des facteurs qui a fait l'influence de Soral sur nombre de jeunes hommes au profil similaire au mien. Des jeunes hommes hétéros, élevés dans la religion chrétienne ou l'islam, issus des banlieues ou des campagnes, tous ces hommes qui se sentaient un peu en décalage avec la masculinité mise en avant par des Parisiens citadins nés dans des familles athées et qui ont vu en Soral un modèle de virilité. Et d'ailleurs, il faut noter que Soral s'est d'abord fait connaître pour ses conseils de drague. C'est un peu... Eh oui. Ça, c'est précis. Non, vas-y, mets les conseils de drague, on va se moquer après. Là, c'est précis, parce que je pense que c'est beaucoup plus fondamental dans l'audience de Soral, ce qu'on disait, que ce qu'il racontait sur le reste, quoi. Je suis totalement d'accord. Le précurseur des youtubeurs masculins. Le truc. Drague de rue qu'on voit aujourd'hui. Tout le monde n'est pas un virtuose comme Alain Soral. Véritable professionnel de la drague, son tableau de chasse est impressionnant. Environ 700 femmes en 6 ans, une tous les 3 jours en moyenne. La seconde chose qui... Et cette personne a vendu à tout le monde qu'elle était dans le sérieux et pas dans le frivole. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Mais là tu vois, je trouve qu'on voit vraiment l'arnaque de ce mec, en fait. L'arnaque de ce mec qui, en fait, en réalité, est un gosse de Bourges, d'accord, qui passe sa jeunesse à traîner dans des milieux mondains, machin, et hardisson, et bec BD, et trucs muches, qui va sur des plateaux de merde, de talk show, genre c'est mon choix, machin truc et tout, pour raconter à quel point il a eu un nombre incroyable de partenaires sexuels et il vient parler de sa tub, etc., etc. Enfin, et que ce mec, ensuite, viennent se présenter en disant gauche du travail, droite des valeurs, mais c'est quand même une dinguerie de fou, quoi. Et en réalité, c'est effectivement ce discours-là qui a marché
sur, je pense, beaucoup de jeunes garçons. C'est le père de la majorité des coachs en séduction, masculins, etc., francophones d'aujourd'hui, hein. Je pense que c'est des mecs qui se sont beaucoup inspirés de lui, ou en tout cas, se sont inspirés de mecs qui se sont inspirés de lui. Et c'est vraiment, Ouais. tu veux le. Bon, bref, moi, Non, mais t'as en raison. fait, je n'arrive pas enfin, je trouve que c'est fou à quel point les enjeux de masculinité sont tellement importants qu'un mec comme ça peut arriver en tenant ce discours-là, gna gna gna, 700 conquêtes et tout, mais c'est ridicule. Je veux dire, t'as vu, il se fait filmer par des caméras de télé. Là, il n'y a pas l'extrait en entier, mais moi, je le connais, l'extrait entier de ce truc-là, d'où c'est tiré. Il est là, il explique, voilà, quand on aborde une famille, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. En plus, c'est vraiment un rapport à l'autre qui est un rapport, mais de consommation, de consumériste capitaliste pur, quoi. C'est-à-dire qu'il n'est jamais question de créer une relation entre deux êtres humains. À la limite, tu vois, s'il était, on va dire, dans un truc, tu vois, du modèle de patriarche traditionnel de la droite, etc. Mais ton but, quand tu es un patriarche traditionnel qui prend soin de sa famille et blablabla, c'est pas de niquer 700 femmes différentes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un truc de... C'est vraiment l'arnaque du siècle. Que ce mec ait réussi à se faire passer pour ce qu'il s'est fait passer en ayant commencé comme ça, quoi. Non, mais C'est une dinguerie, je trouve. c'est ça qui Et est, c'est ridicule, quoi. C'est minable, en fait, hein. c'est ça qui est drôle chez Soral, c'est qu'il te vend gauche du travail, droite des valeurs, alors que toute sa vie, c'est de ne jamais avoir travaillé et d'avoir été un libertin consommateur de femmes et de s'en vanter. Je veux dire, il y a ni prolétariat ni famille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Mais c'est assez savoureux quand tu fais l'analyse. Mais c'est là où c'est intéressant, comment les gens. Euh, il a fallu qu'ils vendent quand même quelque chose d'assez puissant pour que les gens n'aillent pas regarder l'arrière-boutique derrière, quoi. Tu vois? Et c'est En réalité, moi, je pense que l'arrière-boutique les intéressait aussi, en réalité, parce que ce qu'il a apporté, c'était de présenter un modèle de masculinité. Et c'est ce que dit Bébé Padu. Enfin, c'est ce que pense Bébé Padu à ce moment-là, tu vois. Bébé Padu, Soral lui apporte une sensation on va dire, d'être un homme fort, etc. Et la perspective de pouvoir baiser, quoi, globalement. c'est ça. C'est un peu ça l'enjeu. Et si tu veux. Vas-y, je te laisse. Attends, je crois qu'il y a mon chat qui gratte à la porte. On va aller chercher le chat, les copains. Je laisse Chris développer le temps d'aller chercher le chat. Merci le chat de me laisser parler. Normalement, je ferai la blague quand il sera là, mais non, mais moi ce qui m'intéresse, c'est de montrer justement, quand on dit de pas regarder l'arrière-boutique, c'est de montrer que ce que dit Soral n'a rien à voir avec ce qu'il est, mais effectivement, c'est une forme de... on a vendu... il a vendu justement cette façon de se dire comment on va pouvoir relationner dans un monde où les femmes sont en train de s'émanciper. C'est ça en fait ce que fait Soral. C'est-à-dire qu'il arrive dans un monde où il y a quand même eu des conquêtes féminines, où il y a un mouvement de dynamique d'égalisation. Alors on en est encore loin, tu vois, mais on est dans une dynamique d'égalisation, de liberté féminine, du sujet féminin qui s'affirme. Ça, on pourrait se poser cette question-là, justement, du sujet collectif féminin qui commence à exister. Et on a une génération de jeunes nés dans les années fin 80, 90, qui doivent composer justement à créer de l'interrelation dans un monde plus progressiste où les femmes ont le droit de beaucoup plus donner leurs avis, d'être beaucoup plus à l'initiative, d'être beaucoup plus autonomes, parce qu'il y a eu des luttes au niveau de leur... au tout début, c'était embryonnaire au niveau de leur grand-mère, puis ensuite des luttes beaucoup plus intenses au niveau de leur mère, et le combat est loin d'être fini, hein, Zoé, parce que on le sait aujourd'hui. Oula, oui. Et Soral arrive là-dedans et dit, non mais en fait, tout ça c'est des conneries. Il y a une espèce de naturel entre l'homme et la femme. Ça ne sert à rien de vous adapter. Et t'as vu comment Pas du Confus nous le dit. Je voulais pas de cette masculinité. Il montre de bobos parisiens,
on le dit plus, tu te rappelles à l'époque on disait ça, ubersexuel, tu sais, genre, on dit plus ce concept-là, tu sais, de ceux qui... Métrosexuel. Métrosexuel. Non, Métrosexuel qu'on disait. ubersexuel, c'était l'inverse, c'est ça. Oui, c'est Métrosexuel, c'est ça. Ubersexuel. Et tu connais pas ubersexuel? Ouais, Je crois que c'est c'était ça, en l'inverse. fait. Mais c'est... Ah ouais, c'était l'homme ultime d'Iretaïs. Ouais, c'est ça. Mais et tu vois, L'homme métrosexuel ultra-masculinisé. qui prend soin de lui, etc. Et Soral vient pour dire justement, non mais vous inquiétez pas, même avec, c'est ça que Soral dit, mais même avec les meufs de sociaux qui font genre elles sont féministes, etc. Faut être un bonhomme, faut être un mal dur, et c'est comme ça que vous allez les pécho. C'est ça qui vient leur vendre en fait. Et là on voit. Toi, tu en parles souvent, mais je vais te laisser en parler. Je suis content que pour une fois le chat m'ait autorisé à parler, mais c'est mais je vais te laisser en parler. Mais tu vois, on voit bien qu'on manque effectivement d'éducation à la sexualité, d'éducation affective, etc. dans un monde beaucoup plus égalitaire. Et Soral, il arrive là-dedans et il dit bon bah voilà, on voit que c'est galère parce qu'effectivement, faut être honnête, hein, c'est toujours plus galère. Quand il n'y a pas de lien de subordination, de demander à quelqu'un de faire des choses avec vous. Vous voyez, c'est quand il y a des rapports hiérarchiques a priori, c'est toujours plus facile. Et là, ce que vient de dire Soral à ce moment-là des jeunes garçons, c'est de dire non mais vous inquiétez pas en fait, tout ça c'est des conneries. Les jeunes filles, ce qu'elles veulent, c'est de la... et t'as des jeunes filles qui pensent comme ça, hein. T'as Is Discussion, etc. Discussion, pardon. Le lapsus que tout le monde fait. Je crois que je le fais même plus exprès. Tu vois qu'ils pensent encore ça, et c'est très rassurant en fait pour eux. Parce que non seulement il parle de son enfance traditionnelle, non seulement ça lui donne une perspective de savoir comment faire, dans quelle masculinité se projeter, et en plus, finalement, c'est une masculinité qui sûrement était référentielle chez lui, puisqu'il vient justement d'un monde plus rural et plus traditionnel, catholique dont il parle, et donc c'est pas pour rien qu'il arrive à ça. Et c'est pas pour rien aussi que justement des jeunes hommes de quartier, où les familles sont aussi beaucoup plus traditionnelles, ancrées dans un rapport patriarcal, ont été captés aussi par ce mode-là, de dire reproduisez un maximum la virilité, reproduisez un maximum la masculinité, c'est comme ça que vous allez conquérir des femmes, quoi. Ouais, totalement. Et si tu veux, c'est aussi pour ça que, en fait, un des enjeux, je pense, hein, pour nous à gauche et dans les mouvements féministes, c'est d'accompagner le fait de proposer des modèles de masculinité qui ne soient pas les modèles de masculinité promus par Soral et tous les mecs qui ont été dans la veine Soral ensuite, parce que pour, on va dire, le niveau d'asymétrie et de brutalité que ça suppose de rapport entre les hommes et les femmes, évidemment. Enfin, je veux dire, le discours de Soral sur les femmes, ce discours très consommateur est en fait profondément empreint de la pensée capitaliste, hein, en réalité. C'est pour ça que c'est une dinguerie qui se présente comme droite des valeurs. C'est-à-dire que gauche du travail, droite des valeurs, mais en fait, il a le côté droite du capital et il a zéro côté, on va dire, progressiste, etc. Zéro. Et donc, c'est vraiment le modèle de couple le plus nul à chier qu'on puisse proposer. Et effectivement, un des enjeux pour nous, moi, c'est pour ça, comme tu le dis, que j'en parle beaucoup, en fait, des masculinités. Parce que nous, en tant que femmes, nous avons besoin que quand nous sommes en train de repenser, de repenser les rapports qu'on a entre nous et tout, de travailler à repenser la masculinité. Alors effectivement, du coup, c'est encore un boulot qui nous incombe, du coup, parce que quand on laisse les mecs penser la masculinité entre eux, ça donne des Alain Soral et ça donne tous ces petits qui vont derrière. En réalité, on pourrait avoir l'impression que là, les deux seules alternatives, c'est soit la masculinité Soral, conquérante, triomphante, mais aussi dominatrice, et donc avec toute la brutalité qui va avec, et une masculinité qui serait la masculinité proposée par la gauche, associée un peu à Yann Barthès, etc., ou une masculinité... Alors franchement, moi d'ailleurs, j'ai envie de dire, enfin vraiment, les mecs à la Yann Barthès et tout, enfin je veux dire la Ligue du LOL et tout ça, c'est tout ce lore-là. C'est pas des masculinités qui sont moins brutales, hein, les masculinités bourgeoises, pseudo-progressistes, où en fait les mecs peuvent se comporter tout autant comme des grosses merdes, mais en plus
revendiquer le fait que eux, c'est pas comme les hommes de milieu populaire, ils se tiennent bien, ils mettent pas de basket et ils sifflent pas les meufs dans la rue. Oui, oui. Enfin, en fait, dans le contexte de couple, dans le contexte amical, quand une meuf est archi bourrée, dans le contexte familial, etc., ils peuvent se comporter comme des grosses merdes aussi, parce qu'en fait, ils en ont une vision, on va dire, un peu esthétique de comment on repense les rapports entre les hommes et les femmes, mais ils n'ont pas de vision de ce que c'est qu'un rapport de force et comment on travaille profondément au fait qu'on ait des relations agréables entre nous, comment on invente des nouvelles manières de vivre tous ensemble, hommes et femmes, en se respectant sans que personne ne domine l'autre et notamment sans que les hommes dominent les femmes, hein, globalement. Mais l'inverse n'est pas souhaitable non plus. Alors, c'est loin d'arriver, hein, je vous rassure. Et donc, je pense que nous, notre boulot à gauche, c'est de se dire il va falloir qu'on propose un modèle alternatif. Parce qu'en fait, effectivement, on a défait certains trucs. Le patriarche, c'est pour ça que je trouve que le terme de patriarcat est de moins en moins précis, en fait, pour parler des rapports qu'on a entre nous. Parce que le patriarche tel qu'il était au début du XXe siècle et tel qu'il a existé pendant des siècles, jusqu'au milieu du XXe siècle à peu près, hein, et qui d'ailleurs dont le rôle était, on va dire, ancré même dans le code civil, etc. C'est-à-dire que le père de famille avait un rôle, on va dire, la mère de famille était soumise à son mari, elle avait besoin de son accord pour pouvoir travailler, pour ouvrir un compte bancaire, etc. etc. Il était dans une position extrêmement dominante au sein de la famille, position dominante sur laquelle, c'est vrai, il avait aussi, on va dire, une forme d'obligation. Alors bon, les obligations, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le gars est tellement en position dominante que si jamais il décide d'être un immonde enculé avec les gens qui vivent avec lui et particulièrement avec sa femme et ses enfants, en fait, il n'y a aucun contre-pouvoir qui permet de lutter contre ce mec. Ce modèle-là, il est en train de mourir, effectivement. Mais en fait, en réalité, depuis, on va dire, les années 60-70, on a le droit voilà, d'ouvrir un compte bancaire seul, de travailler seul, etc. etc. OK, on a acquis un certain nombre de capacités, notamment de contrôle des naissances, ce qui est central pour les meufs, parce que t'imagines bien que si tu tombes enceinte tous les 18 mois pendant 20 ans, pour avoir le temps de faire autre chose que de t'occuper du ménage, des enfants, du machin, de trucs, c'est très compliqué. Donc tout ça, effectivement, il y a eu des avancées. Mais en fait, on va dire, pour un certain nombre de viols conjugaux qu'on s'est évités, on se retrouve maintenant à vivre des violences dans nos cercles d'amis, à vivre des violences dans notre travail, à continuer à vivre des violences au sein de notre famille via l'inceste, etc. etc. Violences qui peuvent aussi toucher les hommes, hein, d'ailleurs, hein, particulièrement dans l'enfance. Et donc, en réalité, ces avancées qui sont des avancées réelles sont limitées par le fait qu'on s'est extrait en grande partie, de la domination liée à la structure familiale patriarcale, mais on ne s'est pas encore extraite de la violence masculine et de la domination masculine. Et donc, il faut qu'on arrive, nous, maintenant, à penser des modèles alternatifs. Moi, c'est pour ça que je parle beaucoup du fait qu'il faut qu'on réfléchisse à des modèles alternatifs au niveau de la famille. Il faut qu'on pense la famille à gauche, il faut qu'on pense la parentalité, il faut qu'on pense comment on élève les enfants. Moi, je dis toujours que je pense qu'une des solutions, c'est de les penser d'une manière plus collective. Penser à l'échelle d'une société le fait qu'on puisse organiser un temps de travail qui est moins important pour pouvoir passer du temps auprès de nos proches, y compris quand ils sont malades, y compris quand ils viennent d'avoir un enfant. Enfin, ces moments de la vie où on peut avoir besoin d'avoir du monde autour de soi, recréer du commun un petit peu. Et au niveau des masculinités, il faut qu'on arrive à penser les masculinités du 21e siècle qui soient des masculinités qui soient vertueuses pour soi-même et pour les autres. Et pas uniquement parler de déconstruction, qui est pour moi un mot qui n'a... Enfin, je déteste ce mot, en fait, le mot de déconstruction. Parce que moi, je suis... Mais ouais, en fait, moi, je veux pas un mec déconstruit. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, déconstruit, ça va vraiment dans ce truc de... En fait, il n'y a aucun projet de transformation. Moi, je veux pas déconstruire des trucs, moi, je veux construire des nouvelles choses. Je veux pas des mecs déconstruits, je veux des hommes et des femmes, des personnes qui arrivent à exister en dehors de ces rapports de force et de domination qui ont existé depuis des siècles. Et ça passe aussi par le fait, et ça c'est les apports notamment des penseurs queer, LGBT, etc., de penser le fait qu'on peut habiter sa masculinité ou sa féminité de manière extrêmement diverse, extrêmement complexe, multiple. Enfin, voilà, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, j'ai pas envie d'effacer les hommes et de demander aux hommes de ne pas être des hommes. C'est pas ça la question. Par contre, demander aux hommes de ne pas brutaliser leurs compagnes, de ne pas brutaliser les femmes qui sont autour d'eux dans l'espace public, dans leur espace de travail, etc., etc. Ça, oui. Et du coup, encore une fois, pour répondre à des Alain Soral, la réponse de l'homme déconstruit, je pense, c'est une très mauvaise réponse.
Et il faut qu'on arrive à faire ça, à aller vers un projet. Il faut qu'on propose quelque chose. Il ne faut pas juste qu'on dise qu'on veut défaire ce qui a été fait. Parce que du coup, tu te retrouves avec ce genre de types qui ont une audience gigantesque, alors qu'encore une fois, ça reste des clowns qui vont à la télé chez Ardisson raconter qu'ils ont eu 700 conquêtes, quoi. Et surtout qu'en plus, ce terme de déconstruction, il est catastrophique encore plus pour des jeunes en construction. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est un terme qui a du sens sur le plan structural, analytique, esthétique, etc. Mais quand tu viens voir des jeunes qui sont eux-mêmes déjà en construction à 14-15 ans, c'est où on sait en plus que c'est là qu'on va jouer. C'est pour ça que c'est très important la façon dont on enseigne la vie affective, dont on enseigne la vie sexuelle, etc. Où on sait que c'est là qu'il y a la construction. Et le but, c'est pas de déconstruire. Le but, c'est justement de quels nouveaux édifices on va bâtir, quoi. Et ces nouveaux édifices-là, ils vont devoir repartir sur des nouvelles fondations et des fondations progressistes. Et comme tu l'as dit, ces fondations, elles ne sont pas simplement idéologiques, elles sont matérielles. Quelle forme de famille, quelle forme de sécurité sociale, quelle forme, tu parlais des enfants. C'était longtemps dans le fait d'attacher les enfants et de voir l'éducation des enfants comme quelque chose de réservé à la famille et non pas de manière élargie au monde des adultes, etc., est une forme très très problématique en fait d'éducation, c'est-à-dire parce que justement il y a une décollectivisation, une désocialisation des enfants, ça n'a pas du tout été comme ça, et tu prends dans l'histoire, dans les solidarités ouvrières, etc., justement parce que les femmes travaillaient, elles s'occupaient des enfants à tour de rôle dans les quartiers, etc. Enfin, les enfants aujourd'hui aussi sont extrêmement enfermés dans les foyers, parce que justement c'est un moyen de les mettre sous contrôle, etc. Donc on a tout ça à refonder, et effectivement c'est très intéressant ce qu'on disait tout à l'heure, et tu as donné les bons exemples. Tu as eu la contraception, le compte bancaire, l'accès au travail, etc. Mais on voit aujourd'hui, et tu es bien placé pour en parler, Zoé, qu'est-ce qu'il y a en fait? Je citais Marx, mais tu sais, cette espèce de face cachée derrière tout ça, c'est justement l'affection et la sexualité. Et qu'est-ce qui reste encore, et quels sont aujourd'hui les combats féministes? C'est MeToo. C'est le fait de dire la violence sexuelle, etc. C'est de dire, mais en fait, derrière le fait d'avoir accès à la matérialité, du compte bancaire, d'avoir accès à son corps, très matériel aussi, d'avoir accès à un travail, derrière ce sur quoi on n'a pas progressé, voire même, tu le dis bien, on a régressé, parce que je rappelle un truc, un Ala Soral qui a 700 conquêtes, dans un monde patriarcal, c'est pas possible, hein. Ou alors, il faut qu'il soit un très grand bourgeois. Parce qu'il y a de fortes chances qu'avec 700 conquêtes, il ait 200 enfants. Tu vois. Donc c'est aussi, tu vois, la face cachée, justement, de reprise de contrôle des naissances par les femmes, etc., permet aussi à des masculinités extrêmement violentes et consommatrices de s'exprimer. Voilà. Et ça, ça, c'est quelque chose qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir, dont il faut interroger les conditions matérielles, et on voit sur lequel, début des années 2000, quand Soral arrive, on est extrêmement démunis, et les jeunes padus en construction, les padus confus, y ont vu les réponses qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Ce qui m'a fait adhérer au soralisme, et sûrement la plus importante, c'est sa critique de la bourgeoisie de gauche. Soral a été pour moi celui qui osait taper sur la gauche caviar qui me paraissait dominer la culture et une partie du champ politique depuis les années 1980. Je me souviens avoir maté en boucle son opposition à Isabel Alonso par exemple, qui consistait en gros à dire que c'était un peu facile. Très grande théoricienne du féminisme. Oui, bien sûr, oui, la plus grande d'entre toutes, tout à fait, évidemment. Hein. Au XXe siècle. Non, mais donne aussi le niveau de courage de Soral qui boxe des gens de seconde catégorie. Mais bon. Ah, vas-y, laisse l'extrait là, tu vas voir. D'être féministe quand on est une bourgeoise blanche dont la liberté repose sur le fait qu'on exploite des hommes pour produire à sa place et qu'on exploite des femmes pour garder ses gosses et faire son ménage à sa place.
parler de conditions de la femme, c'est aussi stupide que de parler de conditions de l'homme, et de penser que le balayeur malien ou que le plongeur tamoul humilie d'une quelconque façon, par exemple une bourgeoise du tertiaire qui mange dans un restaurant et qui lui fait faire son ménage, c'est d'une stupidité absolue, et ça ne fait pas honneur aux femmes qui prétendent penser que de réduire le monde à une telle vision stupide, car il est évident que la condition des hommes ou des femmes dépend d'abord de leur statut social. À y repenser, c'était un banal discours class first qui n'a pas trop de sens. Oui. C'est pas parce qu'une bourgeoise exploite des gens qu'elle n'est pas aussi dominée en tant que femme par son mari. Pardon, Zoé, tu voulais dire? Non, laisse-le finir. Par la structure sociale patriarcale. Mais à l'époque, le fait de le voir remettre en place ces bourgeois parisiens de gauche, du PS, de SOS Racisme, qui avaient trahi les travailleurs français en se donnant une allure progressiste sur certaines questions sociétales que je considérais secondaires, ça faisait vraiment sens pour moi. Au moins, la bourgeoisie de droite n'a jamais prétendu être du côté des travailleurs, là où celle de gauche portait le nom de socialiste et faisait des grands discours. Du coup, Soral, c'était pour moi celui qui dénonçait ces traîtres qui s'étaient autoproclamés garants de la bonne morale parce qu'ils traitaient de sexistes des prolos un peu masculins au SMIC sur Canal+. C'est la liberté de la presse, monsieur, on n'est pas à Cuba ici. Hein. Mais bien sûr. En parallèle de cette politisation sur Internet, j'ai commencé à lire de la... Mais tu vois là, sur cette partie, pour terminer sur Soral un peu, sur cette partie avec Isabelle Alonso, en fait, toute cette période-là, mais encore maintenant, hein, peut-être qu'il y a un peu plus de voix féministes alternatives dans les médias maintenant, par progression en fait du combat féministe aussi. Hein. Mais en réalité, le problème, c'est que dans les médias dominants, on a donné la parole qu'à des femmes qui se revendiquaient du féminisme, mais pour surtout ne pas remettre en cause l'ordre bourgeois. Parce que ces médias ne laissent la parole qu'à des gens qui ne veulent pas remettre en cause l'ordre social, le système, etc. Et donc, c'est très facile pour ces mecs-là de venir raconter que le féminisme, c'est le féminisme Marlène Schiappa, féminisme Isabelle Alonso, tu vois, toutes ces meufs-là. Et là, t'as Soral qui arrive. Ouais, Aurore Berger, ouais, je sais pas, enfin, elle, je sais pas si elle se présente. Je pense qu'elle se présenterait comme féministe. Elle se présente comme féministe, Aurore Berger. Mais c'est ça qui est intéressant, justement. Elle soutient la manif pour tous, hein. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, justement, c'est que tu as des gens, aujourd'hui, toute une génération de gens, tout le monde peut l'être et personne ne l'est, en fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a encore un combat qui reste à mener. Ouais, mais du coup, tu vois, là, il arrive avec son discours où vraiment, tu as envie de dire, putain, Alain Soral, enfin, et tu vois à quel point ça fait mouche sur un pas du confus qui a entre 15 et 20 ans à ce moment-là, alors que le gars vient dire un truc, mais qui vraiment est d'une banalité pour l'immense majorité des féministes intéressantes qui ont écrit depuis, mais je veux dire, des décennies avant ce mec, hein, de dire, oui, effectivement, en fait, il y a plusieurs systèmes de domination qui coexistent, des systèmes de classe, des systèmes de domination de genre, des systèmes de domination de race, etc., etc. Et donc, effectivement, ce n'est pas 100% des femmes sont dominées par 100% des hommes. Les femmes bourgeoises, comme peut l'être Isabelle Alonso, sont dans des positions sociales extrêmement favorables, etc., etc. Il n'empêche que, au sein de leur classe, elles restent dominées par les hommes bourgeois et peuvent subir des violences qui sont spécifiquement des violences auxquelles s'appliquent ces femmes, les violences sexistes, sexuelles, etc., peuvent subir des problèmes dans leur carrière professionnelle, peuvent rencontrer des difficultés dans leur parentalité, dans leur rapport à leur corps quand elles sont face à leur médecin, etc., etc., etc. Et que l'autre, là, ait l'impression de découvrir l'eau chaude en venant fanfaronner pour dire « Ah ben oui, quand même, les femmes bourgeoises, une femme bourgeoise, elle est mieux placée socialement qu'un travailleur sans papier qui passe le balai dans les rues de Paris. Ah ben oui, d'accord, enfin super, enfin quelle grande nouvelle, Alain Soral. » Et c'est quand même une dinguerie, mais de voir l'indigence en fait du niveau des médias et l'indigence du discours féministe dominant, parce que je suis désolée, mais en fait répondre à ça c'est quand même vraiment pas très compliqué. Encore une fois, c'est une méconnaissance totale de l'histoire des mouvements féministes, de l'histoire de la pensée féministe, et tu vois, ce mec il a aussi pullulé sur l'indigence du discours d'en face, parce que quand en face t'as pas un vrai discours de gauche basé, travaillé, etc., réfléchi pour répondre à ces mecs-là, mais que tu as des Isabelle Alonso, et ben du coup, le mec a l'air d'avoir plié le game, alors qu'en réalité, il a rien plié du tout. Il vient dire une banalité débile et il vient en plus le tourner pour au final attaquer les féministes, alors que bon, Ouais, je pense que voilà. mais c'est en plus c'est une période où tout le monde se dit non mais c'est bon, en fait, le combat féministe, il est fini. Tu sais, c'est vraiment aussi pour ça qu'on a ce genre de femmes. Je sais pas, t'as déjà entendu ça. Y a-t-il encore. C'est vraiment dans les fins des années 2000, on pensait que c'était un truc terminé.
La fin de l'histoire. Ouais, tu vois, elles ont gagné leur compte bancaire, elles peuvent travailler, elles ont le Oui. permis, merci, c'est bon, quoi, tu vois. Et, Mm. et toute cette arcane là derrière de la sexualisation, etc., c'est pas du tout interrogé. Et c'est pas du tout interrogé, encore moins par les grands médias qui, eux, enfin, tu vois, enfin, vraiment, tu parles de Alonso, mais à l'époque, tu vois, le féminisme, c'est Froufrou, Christine Bravo, quoi, tu vois, Oui. tu vois, c'est vraiment. Alors que Oui. t'as quand même à l'époque des grandes théoriciennes, tu vois, donc t'as des choses. Mais c'est un truc d'universitaire où on se dit, bon, bah, c'est des travaux ouais, assez précis, mais dans le fond, c'est déjà des combats gagnés. Donc effectivement, personne n'interroge là où il y a encore des problématiques, là où ça va pas, là où ça fait mal. Et paradoxalement, tu vois, il faudra une espèce de dans la vague complète d'égalitarisation, il faudra ce sursaut réac de la fin des années 90-2000, malheureusement, qui touchera des jeunes filles de notre Mm. génération, Zoé, tu vois, Mm, pour, mm. pour pouvoir ensuite réenclencher justement un sursaut féministe genre de MeToo, tu vois. Et moi, je suis assez... Enfin, tu vois, assez... Enfin, je trouve ça énorme en fait le mouvement MeToo, ce qui s'est passé, etc. Et pour des générations, alors il y avait pas que des jeunes filles, hein, il y avait des femmes plus âgées qui témoignaient, mais ça a été quand même porté par des gens jeunes, justement pour dire mais non, mais en fait, mais on n'est pas arrivé en fait, on est très loin de la ligne Mm. d'arrivée, il y a encore plein de choses à aller chercher, et ça se joue. Là, ça se joue sur l'intime. L'intime est politique, comme tu le répètes souvent. Et là, on voit bien qu'on est dans une période de repolitisation. C'est-à-dire qu'on était Ouais. vraiment, tu vois, quand tu vois Soral, De Chavannes, Alonso, on était vraiment dans une période, effectivement, de dépolitisation absolue. Et quand t'as 15 ans, bah, tu vois ce gars-là arriver et t'as l'impression que c'est ça la politique, parce qu'il y a du conflit. Mais c'est une fausse conflictualité, c'est une conflictualité d'opérette. Et là, en fait, on voit effectivement maintenant, bah, la crise est avancée, on voit qu'il y a des sujets collectifs qui se mettent en branle et qu'on reconstruit des réelles conflictualités de classe, de race, de genre. Et là, on fait de la politique. Et on va le voir comment ça va Exactement. travailler notre pas du conflit, tout ça. Exactement. Bon, en tout cas, bon, moi, pour conclure sur ce que tu as dit, moi, je pense qu'effectivement, MeToo est un mouvement profondément politique, de par ce qu'il dit. Parce que quand on parle de la violence sexuelle, moi, je comprends hein, qu'on n'ait pas envie. Il faut pas réduire les combats féministes aux combats contre les violences sexistes et sexuelles, c'est vrai. Il n'empêche que, je pense que dans le cadre d'un projet de lutte politique, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, déjà, est une lutte prioritaire parce que ça nique la vie de millions de gens dans ce pays. Donc, il y a une urgence, on va dire, immédiate pour la survie de nos sœurs et de nos frères, hein, n'est-ce pas, qui en sont victimes. Parce que, je répète, les hommes peuvent aussi être victimes de violences sexistes, enfin, de violences sexuelles, particulièrement dans l'enfance, et en général sont victimes d'hommes. Mais MeToo a permis de parler de la gravité de ce qui se passe, de l'ampleur de ce que c'est, et surtout la force de MeToo, c'est de montrer que c'est partout, dans tous les milieux, et notamment d'aller pointer d'autres types de masculinité que les masculinités qui sont préférentiellement pointées par les milieux féministes bourgeois, qui vont avoir de grandes facilités à voir le côté dangereux, etc., des masculinités des hommes de milieux populaires, qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs ou arabes d'ailleurs, hein, mais encore plus chez les hommes racisés, même si un prolo blanc semble aussi avoir une masculinité qui n'est pas une masculinité comme il faut, etc. etc. C'est aussi là-dessus que Soral a À capitaliser. réussi. Oui, 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 c'est ça, parce que quand il fait misère du désir, etc., il part de ce constat qui est un constat réel, hein, de dire, en fait, il y a certains hommes qui ont des positions sociales qui font que, bah, effectivement, ils ont plus de mal à séduire, c'est un peu les perdants, c'est comme ça qu'il le présente en tout cas, des choses qui ont été gagnées par les femmes. Et donc, le fait de dire MeToo, c'est le fait de rappeler que c'est partout. Et en plus, MeToo a commencé à être très écouté, et ça avait commencé avant, hein, dans d'autres milieux, etc. Mais a commencé à être très écouté quand ce sont des femmes bourgeoises, en fait, des très grandes bourgeoises, des actrices très connues, etc., qui ont commencé à en parler. Et en fait, ça a été suivi par tout un tas de suites. Et il y a eu MeToo théâtre, et MeToo machin, MeToo politique, et puis MeToo inceste aussi, qui était un moment extrêmement important de dire que ça se passe dans les familles, que 10% des enfants sont victimes, etc., etc. Et en fait, MeToo, ça parle de ce qui est réellement la violence sexuelle, c'est-à-dire
une affaire de domination. Si vous voulez lutter contre la violence sexuelle, il faut lutter contre les situations de domination. La domination d'un père sur ses enfants, la domination d'un patron sur son employé, la domination d'un conjoint sur sa femme, etc., etc. Et donc, dans la lutte MeToo, il y a une dimension profondément révolutionnaire parce que, en fait, si on veut aller au bout du bout et aller chercher les causes de ces faits horribles et quotidiens et que énormément de femmes et d'hommes vivent tous les jours, il faut aller interroger les structures, il faut aller renverser l'ordre social. Et donc, il y a une dimension révolutionnaire énorme à cette lutte-là. Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal parfois avec les discours qui disent « ouais, il ne faut pas rester que sur les violences, etc. » Mais évidemment, il faut parler d'autres choses. Il faut parler des situations au travail, il faut parler... Enfin, le féminisme est divers, il est multiple, il y a plein d'aspects différents. Mais la lutte contre les VSS, c'est vraiment une lutte qui permet d'aller porter un discours politique global, d'aller parler des conditions matérielles d'existence et d'aller appuyer un vrai projet de transformation sociale de gauche. Moi, je trouve ça vraiment dommage de le lâcher et de ne pas utiliser ce truc-là. Ça, c'est une chose qui est dite. Je pense que on va peut-être s'arrêter là pour cette première partie du React à pas du confus, parce que je vois que ça fait déjà presque 2 heures qu'on parle. Donc, ce que je vous propose, c'est que on prend rendez-vous pour la suite très bientôt. Je vous rappelle que Pas du confus en est actuellement à être un petit Soralien qui voilà, apprend à baiser grâce à Soral, n'est-ce pas? Et à se battre aussi actuellement, après s'être éduqué auprès d'Étienne Chouard et de Usul, etc. Et donc, dans la prochaine partie, on va voir ce que ça donne Pas du confus en 2017. Quel va être son choix à la présidentielle de 2017? Et là, attention, hein, on va être sur du lourd. Et puis ensuite, une partie qui va être extrêmement intéressante et importante pour nous à traiter, qui va être comment Padu le droitard a changé d'avis. Et aujourd'hui, notre camarade à Chris et moi, qu'est-ce qu'il a fait évoluer? Qu'est-ce qui a on va dire, marqué son parcours? Donc voilà, je ne peux que vous inciter à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à la chaîne principale Pas du Ring de laquelle est tirée cette vidéo, à donner sur le Tipeee si vous voulez nous soutenir. Je vous rappelle que ni Chris, ni Padu, ni moi ne gagnons d'argent. Par contre, ça nous permet de payer un monteur, un miniaturiste, de payer du matériel pour faire des contenus de qualité. On a plein de projets qui arrivent cette année. On espère que ça va vous plaire, tout ça dans l'objectif de se donner des armes et des billes pour la lutte politique, n'est-ce pas? Tout à fait. Je vous invite aussi à aller sur le site de la revue Position Revue, Position au pluriel-revue. Très bon site où vous trouverez tout un tas d'articles passionnants et notamment L'Empire masculin, qui est un numéro spécial qui a été sorti sur voilà, le féminisme et aussi notamment sur les violences sexuelles. Si vous voulez, j'ai écrit 2 choses dans ce numéro où notamment je parle de MeToo et de la dimension politique qu'il y a dans MeToo, de la dimension révolutionnaire. Et j'ai très récemment ouvert une chaîne YouTube, c'est Dr_Zoé_YouTube. Pour l'instant, il y a juste une petite vidéo de présentation, mais assez rapidement va arriver du contenu. Ce sera du contenu plus travaillé, plus monté. Donc si vous le souhaitez, je vous invite à vous abonner là-bas aussi. Chris, est-ce que tu as envie de dire un petit mot? Non, mais c'était top, tu as bien fini. Abonnez-vous, vous allez voir la chaîne de Zoé, ça va déchirer. C'est ça. Il y aura, on sait pas, peut-être. Il n'y aura pas de graphique normalement, mais on verra peut-être si le graphique viendra sur. Peut-être que je vais faire des feats avec le sein graphique. On verra. En tout cas, voilà, il y a plein de choses à venir. Et ben, préparez-vous pour la partie 2, parce que là, vous avez vu notre Pas du confus, on va dire un peu passif et spectateur. Et maintenant, vous allez le voir bouger. Ça va être intéressant. C'est ça. À plus tard. Salut Zoé. À plus tout le monde. Salut.